Non, mais je vais juste, parce qu'après, on le redira. Je crois que, par politesse, pour ceux qui sont arrivés, je voulais redire bienvenue à tous pour cette visioconférence donc sur les questions éthiques autour de la gestation pour autrui. Vous savez, parce que vous êtes là, que sans doute vous connaissez l'espace éthique, l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, je le reprécise, cette visioconférence a été organisée donc par l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous savez que nous avons pour mission, entre autres, d'organiser de l'information, des débats, de la formation autour des questions d'éthique dans le domaine de la santé. Cet espace éthique qui regroupe qui est centré autour, en termes d'organisation, autour des 4 CHU, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lyon et Grenoble. Notre responsable, c'est le professeur Chapuis, qui va peut-être nous rejoindre ce soir, mais c'est pas tout à fait certain. Moi, je suis donc Patrice Morand, je suis médecin et donc pour les REARA, responsable éthique au niveau de l'espace éthique au niveau du CHU de Grenoble. Pour ce débat, mais ils se représenteront, mais je vais quand même introduire les choses. On a donc décidé, avec le bureau d'espace éthique, d'inviter 3 personnes. Hugo Pianet, donc élève avocat, qui est en stage chez nous, qui va aborder les problèmes juridiques. Le professeur Jean-François Guérin, qui est professeur émérite en biologie de la reproduction aux HCL et aux universités de Claude Bernard, Lyon 1. Et puis Marlène Jouan, qui est maître de conférence à l'UGA, à l'université Grenoble-Alpes, et qui est philosophe. Et donc, je vais modérer cette session avec Élodie Carrier-Lemoine, qui est philosophe également et qui est donc chargée de mission au niveau de l'EREARA et à qui je vais passer la parole et qui va nous préciser un petit peu dans quel contexte nous avons décidé d'organiser ce débat et comment on va le faire avec vous. Élodie, je te passe la parole. Merci Patrice. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Élodie Camille-Lemoine, je suis chargée de mission au sein de l'espace éthique Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, sur un poste à temps plein. Et donc, j'accompagne effectivement les différents événements qu'on peut organiser, comme celui de ce soir, donc un cyberéthique, qui a la particularité d'être organisé dans une période singulière, qui justement date très précisément d'hier, puisque ont été lancés mercredi 21 janvier 2026, les États généraux de la bioéthique. Donc, pour peut-être contextualiser en 30 secondes, ces états généraux de la bioéthique, ils sont présents et prévus surtout pour préparer d'éventuelles modifications de la loi de bioéthique, voilà, l'actuelle loi en vigueur dont vous reparlera probablement Hugo tout à l'heure, et la loi donc de 2021. Et donc, ces états généraux de la bioéthique constituent des moments de rencontre, de dialogue et d'échange. Nous nous sommes dit que c'était intéressant justement de relier ce sujet de ce soir aux états généraux de la bioéthique, bien que le thème de la procréation ne soit pas un thème que l'on va aborder spécifiquement en région lors de ces prochains mois. On va parler effectivement plus particulièrement du thème de la génétique et du thème de la sobriété dans le système de santé. Donc si Patrice, tu en es d'accord, à la fin de ce cyberéthique, on vous donnera les prochains rendez-vous pour pouvoir vous revoir à distance sur ces sujets-là. Et pour voilà, passer peut-être bientôt la parole à nos intervenants, le cadre de ce cyberéthique, comme le cadre de toutes nos rencontres et tous nos échanges, se fait finalement dans une ambiance bienveillante. Où toutes les opinions, tous les regards, toutes les réflexions sont les bienvenus. Et nous, en tant qu'espace éthique Auvergne-Rhône-Alpes, mais en tant qu'espace éthique d'un point de vue général, nous sommes présents pour pouvoir justement avoir une vision de toutes les pensées et éventuellement de tous les positionnements afin de pouvoir aussi relayer, remonter la diversité éventuelle de ce qui peut se penser par rapport au sujet qu'on aborde. Donc voilà, on tient
tient à ces règles de libre-échange et en même temps ces règles de bienveillance dans le respect de chacun et des points de vue de chacun. Voilà pour cette petite introduction et Merci, défi. merci. Donc l'idée, c'est que on a un peu l'habitude des cyberéthiques, puisque comme vous l'a dit Elodie, ils sont organisés régulièrement. Et en fait, le plus souvent, et on va faire comme ça aujourd'hui aussi, on va faire les trois présentations dans la foulée, les unes des autres. Elles sont raccordées évidemment, et parce que ce sera plus simple et d'enregistrer d'abord ces présentations et puis ensuite de débattre. Donc, pendant les présentations, vous pouvez, après chaque présentation, il y aura pas de questions, on passera à la suivante. Vous pouvez bien sûr, comme l'a dit Eric, euh, poser des questions sur le chat, mais les véritables échanges interviendront, on va dire, après, on a pensé qu'on aurait entre 45 et 50 minutes de présentation, et ensuite on aura une grosse heure de discussion, en sachant qu'effectivement, pour le bien-être de tout le monde et la qualité de vie de tout le monde, à 8 heures, on fermera la visio. Donc, pour ne pas perdre trop de temps, je vais passer la parole à Hugo Pianet, donc, qui est élève avocat, bientôt avocat, hein, je crois qu'il est déjà avocat dans son cœur et dans sa tête, et il va vous rappeler un petit peu les fondements juridiques et puis comment a évolué un peu le droit autour de la GPA en France. Hugo, c'est à toi. Alors oui, bonsoir à tous. J'essaye de faire fonctionner le PowerPoint. Tac. Alors, pourquoi cette fois-ci ça ne fonctionne pas? Attendez, je réessaye. Tac, partager tout l'écran. Est-ce que vous voyez bien tous le PowerPoint? Impeccable, Hugo, merci. Oui. Nickel, eh ben, merci pour la présentation et bonsoir à tous. Et alors aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de la gestation pour autrui et notamment de son cadre juridique en France. Alors parler de la gestation pour autrui, c'est entrer dans un débat qui dépasse largement le seul cadre du droit, car c'est un sujet qui touche à l'intime, au corps, à la famille et à la manière dont une société définit ce qu'elle juge acceptable ou non. En France, la réponse juridique est plutôt nette. La GPA est interdite par l'article 16-7 de notre Code civil. Cette interdiction, elle est relativement ancienne, ferme et est souvent présentée comme un pilier de notre conception de la démocratie. Pourtant, cette position de principe, qui paraît jusque-là plutôt lisible et simple, se heurte depuis plusieurs années à une réalité concrète. Des enfants naissent de GPA, des familles se construisent, et le droit français, qu'il le veuille ou non, doit composer avec ces situations, ou en tout cas y est confronté. C'est ce décalage entre l'interdit et le réel que je voudrais interroger aujourd'hui avec vous. La GPA peut alors être définie de manière simple. Il s'agit d'une pratique par laquelle une personne accepte de porter un enfant pour le remettre après sa naissance à une ou plusieurs personnes ayant porté le projet parental. Selon les cas, la gestatrice peut ou non avoir un lien biologique avec l'enfant et la pratique peut alors être présentée comme gratuite, assortie d'une compensation, voire clairement rémunérée. Comme vous pouvez déjà peut-être le deviner, cette diversité de situations rend toute appréhension de la pratique par le droit assez délicate. Excuse-moi, Hugo, je te coupe Oui. parce que je viens de recevoir un message qui me dit que l'image ne passait pas à l'écran. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer par chat que tout fonctionne maintenant? Elle passe à l'écran, mais au début, elle est en tout cas chez moi, un petit peu floue, mais après, elle devient plus nette. Je ne sais pas si D'accord. c'est une D'accord. question de... Est-ce que je C'est un problème continue de du coup? peut-être de bande passante, mais donc si c'est bon, a priori c'est bon. Bon, ok, super. Merci Ok, beaucoup. bon bah top. Je disais, oui, du coup, la diversité des types de GPA peut rendre son appréhension par le droit assez délicate. Cependant, en droit français, aucune distinction n'est faite et toute convention de gestation pour autrui est déclarée nulle et donc inexistante aux yeux de la loi. L'interdiction, elle figure alors dans les dispositions du Code civil relatives au respect du corps humain et elle repose sur plusieurs idées fortes. Premièrement, le corps ne peut faire l'objet d'un contrat. Ensuite, l'état des personnes n'est pas disponible.
Et enfin, la dignité humaine impose des limites qui ne peuvent être franchies, et ce, même avec le consentement des intéressés. À cette interdiction civile s'ajoute aussi une répression pénale qui ne vise pas directement la gestatrice ni même les parents d'intention, mais plutôt les intermédiaires à la prestation. Les parlementaires ont ainsi cherché à éviter la création de structures organisées pouvant transformer la GPA en activité lucrative. Et l'objectif est donc clair, empêcher toute logique de marché autour de la gestation pour autrui. Cette position française, elle s'est construite progressivement. En effet, à partir des années 80, voire fin des années 70, la pratique de la GPA est apparue en France dans un contexte de flou, voire même de vide juridique. Rapidement, les autorités éthiques et certaines juridictions ont exprimé de fortes réserves, voire critiques à son sujet. La Cour de cassation a ensuite joué un rôle fondamental en affirmant que ces conventions de gestation pour autrui portaient effectivement atteinte à des principes fondamentaux, et ce, avant même que les parlementaires ne se saisissent véritablement de la question. Ainsi, la France a fait le choix d'une interdiction générale et absolue. Ce choix, il se veut protecteur. Il vise tout d'abord à protéger la gestatrice afin d'éviter toute pression ou exploitation. Il cherche aussi à protéger l'enfant pour qu'il ne soit pas perçu comme le simple objet d'un contrat. Et enfin, il entend préserver une certaine conception française de la filiation, fondée sur des repères considérés par certains comme structurants. Mais cette interdiction, elle se heurte aujourd'hui à un phénomène que le droit ne peut ignorer, la circulation des personnes et des pratiques. En effet, de nombreux couples français se rendent alors à l'étranger pour recourir à une GPA dans des États où elle est autorisée. Les législations étrangères sont alors diverses. Certaines imposent un cadre strict et d'autres sont plus permissives. Peu importe ici le détail de ces législations, ce qui compte, c'est qu'elles existent et qu'elles produisent, in fine, des effets en France. En effet, lorsque ces familles elles reviennent en France avec un enfant né à l'étranger, le droit français se trouve face à une situation qui est plutôt délicate. D'un côté, l'interdiction demeure sur le territoire national, et de l'autre, il faut statuer sur le sort d'un enfant qui, lui, est bien réel, qui vit en France, qui y grandit, et qui a besoin et droit à une identité juridique stable. Pendant longtemps, la réponse elle a alors été plutôt rigide. Les juridictions françaises ont refusé la transcription de tous les actes de naissance des enfants issus de GPA à l'étranger, et ce, au nom de notre ordre public. L'argument était alors simple, il n'est pas possible de reconnaître en France les effets d'une pratique interdite. Cette solution, elle se voulait alors cohérente avec l'interdiction. Mais cette cohérence apparente, elle a rapidement montré ses limites, car en refusant toute reconnaissance de ces enfants, le droit français les plaçait dans une situation d'incertitude juridique, car leur filiation n'était pas reconnue et leur identité demeurait fragile. Plusieurs familles ont alors saisi les juridictions européennes. Sur ces recours, la Cour européenne des droits de l'homme a apporté une nuance déterminante. Elle a tout d'abord admis que les États disposent d'une marge d'appréciation pour interdire ou légaliser la GPA sur leur territoire, compte tenu des nombreux enjeux éthiques épineux qu'elle soulève. En revanche, elle a rappelé que cette interdiction ne pouvait jamais conduire à méconnaître l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, cette Cour a ensuite déclaré que le fait de refuser toute reconnaissance du lien de filiation de l'enfant, et notamment avec le parent biologique, portait atteinte au droit à l'enfant au respect de sa vie privée et familiale, droit qui inclut le respect de son identité et son inscription dans un cadre de vie familiale clair et stable. À partir de là, le droit français a été contraint d'évoluer, et cette évolution a été progressive et parfois hésitante. Aujourd'hui, la situation juridique peut alors être résumée ainsi. La transcription de l'acte de naissance étranger est admise pour le parent biologique. En revanche, elle est en principe interdite pour le parent d'intention, et ce en raison de l'article 47 du Code civil qui l'interdit depuis sa réécriture par la loi de bioéthique de 2021. Le parent d'intention doit alors recourir à l'adoption, procédure longue, contraignante et juridiquement incertaine pour l'enfant. Par ailleurs, un autre mécanisme a récemment pris de l'importance, l'exéquature des décisions étrangères établissant la filiation. Pour contexte, l'exéquature est une procédure permettant la reconnaissance en France des effets d'une décision étrangère. Or, certains États étrangers établissent la filiation de l'enfant issu de GPA par le biais de jugements. La question du sort de ces jugements en France s'est alors posée. Ainsi, suite à plusieurs recours et notamment par 2 arrêts rendus par la Cour de cassation le 2 octobre 2024, cette Cour a admis 2 choses. Premièrement, elle a admis que l'interdiction de la GPA ne relevait pas de l'ordre public française en matière internationale. Ensuite, elle a déclaré que le fait pour des Français de se rendre à l'étranger afin de faire procéder à une gestation pour autrui ne constituait pas une fraude à la loi française. Ainsi, en principe, les décisions étrangères peuvent être exéquaturées et produire effet en France, sous réserve d'un contrôle portant notamment sur le consentement des parties à l'opération et en particulier celui de la gestatrice.
L'exéquatur permet donc aujourd'hui, dans certains cas, de reconnaître en France la filiation de l'enfant issu de GPA telle qu'elle résulte du droit étranger. Cette solution, elle facilite la situation de certains enfants, mais elle n'est ni systématique ni uniforme. Elle dépend en effet du cadre juridique étranger et du contenu de la décision rendue. Il en résulte ainsi une certaine hétérogénéité des situations et malheureusement une différence de traitement entre les enfants. Cette situation elle illustre alors la tension constante dans laquelle se trouve le droit français. L'interdiction d'un côté demeure, mais ses effets sont aménagés afin d'éviter des atteintes trop fortes aux droits fondamentaux des enfants. Le juge se trouve alors dans une position qui est tout aussi délicate, chargée de concilier des principes éthiques affirmés et des réalités humaines concrètes. Au-delà de ces aspects techniques, la GPA continue de soulever de profondes questions éthiques. La première concerne le corps de la femme. En effet, le principe d'indisponibilité du corps humain occupe une place centrale en droit français et il traduit l'idée que le corps ne peut être réduit à un objet d'échange. La GPA est cependant perçue par certains comme une remise en cause de ce principe dans la mesure où elle implique l'engagement d'un corps dans un projet porté par autrui. Et même lorsque la pratique est présentée comme altruiste ou réalisée à titre gratuit, la question du consentement demeure. Peut-on garantir qu'il est toujours pleinement libre et éclairé dans ces situations? La deuxième question touche à l'enfant. En effet, certains redoutent une forme de réification de ce dernier, c'est-à-dire le fait qu'il serait considéré comme une simple chose. D'autres personnes trouvent que cette critique est excessive ou poussive, rappelant que l'enfant est avant tout un sujet de droit dont l'intérêt doit primer. Enfin, la filiation constitue un autre et dernier point de tension. En effet, le droit français a longtemps reposé sur une concordance entre réalité biologique, réalité juridique et réalité vécue, et la GPA rompt cette unité en dissociant la grossesse de la génétique et du projet parental. Face à cette distinction, le droit hésite et peine à proposer une solution pleinement stabilisée. Il en résulte une situation paradoxale. D'un côté, la France interdit la GPA sur son territoire, mais de l'autre, elle reconnaît de plus en plus ses effets lorsqu'elle est réalisée ailleurs. Elle maintient alors un interdit fort tout en aménageant ses conséquences. Cette position, elle peut apparaître fragile, mais elle traduit aussi et surtout la difficulté à concilier des exigences éthiques fortes avec des situations humaines complexes. Pour autant, ces constats n'impliquent pas nécessairement qu'une solution unique s'imposerait comme celle de sa légalisation. Ils invitent plutôt à une réflexion sur la cohérence du droit existant et sur la manière dont une interdiction, une législation peut ou non atteindre les objectifs qu'elle se fixe. La GPA confronte alors le droit français à ses limites, mais aussi à sa capacité d'adaptation. En définitive, l'interdiction de la GPA n'est pas seulement une règle juridique abstraite, elle est aujourd'hui mise à l'épreuve par les faits, par la circulation des personnes et des pratiques, comme j'ai pu le dire, mais aussi par l'existence d'enfants de la République, dont le droit doit aussi assurer la protection. Elle agit ainsi comme un révélateur des tensions entre principes éthiques et réalité sociale, mais aussi révélateur des arbitrages constants que le droit se doit d'opérer face à des situations humaines qu'aucune norme ne parvient à saisir réellement. Je vous remercie. Parfait, Hugo, merci beaucoup pour cet exposé très, très clair. En tout cas, voilà, Merci. j'ai enfin compris ce que c'était que l'exéquatur, donc c'est parfait. Euh, je vais passer la parole au professeur Jean-François Guérin, qui va aborder les aspects plus médicaux et les problèmes éthiques que ça pose de la GPA. Jean-François, à toi. Bien, merci beaucoup. Merci Patrice. Donc, bon, je me suis présenté, enfin, pardon, Elodie m'a présenté, donc je suis prof émérite et j'ai fait toute ma carrière dans le domaine de la biologie et médecine de la reproduction, même si la GPA, comme on vient de le dire, est interdite en France et depuis toujours. Donc, je vais vous présenter mon diaporama. Ah, voilà. D'abord, je pense que c'était important de préciser quand même quelles sont les indications médicales de la GPA. Et je parle bien ici d'indications médicales. C'est les principales indications, c'est l'absence congénitale d'utérus et ça fait partie d'un syndrome qu'on appelle Rokitansky. Il y a d'autres noms propres à la suite, mais enfin, généralement, c'est comme ça que c'est connu. Et ce syndrome de Rokitansky aboutit au fait qu'il y a environ 70 à 80 naissances en France. De fait, c'est 1 sur 4500 naissances de filles, hein, d'après les dernières statistiques d'Orphanet. Alors bien sûr, on sait qu'il y a actuellement moins de naissances, donc ça fait un petit peu moins de cas. Mais enfin quand même, c'est autour de 70-80.
Et l'origine n'est pas si évidente. Dans le passé, on pensait que ce n'était pas du tout génétique. Maintenant, on s'accorde à dire que les origines sont génétiques. C'est compliqué. C'est ce qu'on appelle maladie dominante, mais à pénétration et à expression variable. En gros, ça veut dire que un des deux parents peut porter le ou les gènes malades. Il y en a certainement plusieurs. La génération suivante, eh bien, tout peut arriver. Il peut y avoir aucune pathologie ou un syndrome complet. Et effectivement, quand le syndrome est complet, eh bien, ce sont des bébés, puis des filles, puis des femmes qui ont souvent des trompes. Elles ont des ovaires. Donc, elles vont faire une puberté normale, mais elles n'ont pas d'utérus et elles ont un utérus, et elles ont, pardon, un vagin qui est tronqué. Il y a les 2 tiers postérieurs du vagin qui sont pas là. Et souvent, donc, c'est au moment la puberté se passe bien, et c'est bien sûr le fait que la jeune femme, la jeune fille ne voit pas ses règles, et c'est là qu'on peut mettre en évidence ce syndrome. Donc, les ovaires sont fonctionnels, et ça, c'est important pour parler de la suite. Il y a aussi les malformations utérines congénitales majeures, autres que le syndrome. Bien sûr, là, l'utérus est présent, mais il y a des malformations. Et dans certains cas, ça va au-delà de la possibilité de correction chirurgicale. Pas toujours, hein, mais c'est ce qui nous intéresse là. Et puis, il peut y avoir des ablations de l'utérus, qu'on appelle les hystérectomies, pour des raisons médicales, cancer, oui, fibrome, c'est très rare. Complications cérébrales, par contre, ça peut arriver. Et je me souviens, lors d'un colloque justement sur la GPA, un collègue obstétricien très, très, très connu à Paris, hein, qui nous avait dit qu'il avait changé de point de vue. C'est là où on peut discuter, hein, parce que l'éthique et la compassion, c'est 2 choses qui doivent être différentes. Il avait changé de point de vue parce qu'il avait vu un cas dramatique, une jeune femme, la grossesse se passait bien, et la couche, là par contre ça se passe très mal, il y a une hémorragie utérine, il faut faire une hystérectomie en urgence, sinon la patiente meurt sur le coup, et elle perd son bébé. Et on doit lui annoncer qu'elle a à la fois perdu son bébé et qu'elle ne pourra plus porter d'enfant. Et ce collègue disait, là ça m'a tellement ému que du coup, moi qui étais contre, je suis venu pour. Voilà, on peut en discuter. Bien sûr, pardon, une remarque importante, là j'ai envisagé, et ne sont envisagées en France et en Europe, enfin en France en tout cas, que les indications médicales de la GPA. Mais il y a des indications non médicales qu'on appelle classiquement sociétales, et aux États-Unis, dans certains États, en particulier l'État de Floride, si je connais bien, la GPA peut être pratiquée. Simplement, c'est par exemple bon, je vais donner un exemple classique, trivial, la jeune comédienne starlette qui monte, qu'on lui propose un super rôle et pas de chance, elle est enceinte au début de sa grossesse. Non, pardon, elle envisage d'être enceinte. Si elle est enceinte, c'est différent. Elle envisage d'être enceinte et elle se dit non, mais ça, c'est pas possible. Donc, je vais faire porter l'enfant par une mère de ce qu'on appelle les surrogate mothers, une mère de substitution. C'est des cas rares. Et puis, bien sûr, il y a les demandes pour un couple d'hommes. Parce que la loi de bioéthique de 2021, la dernière version, donne la possibilité aux couples de femmes. Au nom de l'équité, on pourrait dire que ça devrait être la même chose pour les couples d'hommes, mais là, il faut une gestatrice. Et comme la GPA est interdite, et ben du coup, ça devient de fait impossible. Mais bien sûr, il y a des couples d'hommes qui sont demandeurs et qui vont, par exemple, aux États-Unis pour avoir un enfant. Là, bien sûr, ça va passer aussi par un don d'ovocytes. C'est un petit peu plus compliqué. Alors, une chose qui m'est assez chère, c'est une comparaison que j'ai eu à faire, enfin, qui m'est venue dans ma pratique parce que je m'occupais beaucoup, enfin, à la fin de ma carrière, de dons d'embryons. Alors, vous allez me dire, c'est très différent. Oui, justement, c'est complètement à l'opposé. Et dans le cadre d'un couple hétérosexuel, pour faire les choses, pour prendre des situations plus simples, le principe de la GPA, comme on le sait, hein, c'est de pratiquer une FIV avec les gamètes du couple. Donc, l'embryon sera totalement génétiquement le produit des gènes du couple et de transférer cet embryon dans l'utérus d'une femme receveuse. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir les termes qui sont différents. Comme je disais en anglais, c'est surrogate mother, qu'on peut appeler mère de substitution, qu'on appelle souvent mère porteuse, ce qui est un peu péjoratif, à la différence de la mère d'intention.
Et là, donc, comme je l'ai dit, dans cette situation, la GPA privilégie le lien génétique au détriment de la gestation, qui est impossible, hein, bien entendu, dans cette situation. Mais on peut le mettre en parallèle avec la situation d'adoption. Parce qu'effectivement, on pourrait dire pourquoi une GPA et pas une adoption. Hein. Mais voilà, dans la situation de la GPA, dans les deux situations, il n'y aura pas de possibilité de porter l'enfant, mais ça sera un enfant qui sera génétiquement le produit des parents. Et donc, c'est un parallèle assez intéressant avec le don d'embryon, une technique qui est pas très importante quantitativement en France, mais un couple qui a des embryons euh, congelés à l'issue d'une FIV et pour lequel il n'y a plus de projet parental pour différentes raisons, il peut choisir de donner ses embryons à un autre couple, peut-être maintenant une femme seule. Eh bien, dans ces cas-là, le couple receveur, l'enfant n'aura aucun lien génétique avec le couple qui constitue avec sa conjointe ou son conjoint. Mais la femme portera l'enfant et accouchera. Donc vous voyez, une sorte de parallèle en miroir. D'un côté, le lien génétique et pas de gestation. De l'autre, pas de lien génétique et une gestation. Voilà, je voulais vous soumettre ces réflexions. Alors, je continue. Comme pas question pour moi de déflorer les propos de l'oratrice qui va me succéder, donc j'ai été sobre pour ce qui est des réflexions concernant les arguments en faveur et bien sûr en défaveur de la GPA. Alors en faveur de la GPA, on peut avoir un argument qu'on peut qualifier d'ordre compassionnel. Une femme qui veut demander une GPA va vous dire, mais parce que effectivement elle n'a pas d'utérus, elle va vous dire, mais si j'avais pas de trompe ou si mes trompes étaient détruites, je pourrais faire une FIV. Si je n'avais pas d'ovaires ou s'ils étaient infonctionnels, je pourrais bénéficier d'un don d'ovocytes, voire d'un don d'embryon. Et pourquoi, à partir du moment où je n'ai pas d'utérus, pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir accès à la maternité? C'est une chose importante. Et comme je le disais, sur ce plan compassionnel, il faut toujours quand même être prudent. Parce que, comme je l'ai déjà souligné tout à l'heure à propos de cette situation relatée par cet obstétricien, compassion et éthique, c'est deux concepts qu'il ne faut pas toujours confondre. On ne peut pas dire à partir d'un cas, certes dramatique, dont personne ne va contester ce côté dramatique, il faut changer notre point de vue sur le plan éthique. Je pense que c'est assez dangereux. Enfin, donc là, on était d'ordre compassionnel avec les réserves que je viens de mentionner. Mais le principal argument en faveur de la GPA, concerne l'autonomie, la liberté de la personne. Après tout, une femme peut dire, ben, moi, c'est mon choix de porter un enfant pour autrui. Et pourquoi lui refuser? Et par exemple, Elisabeth Badinter c'est quelque chose qu'elle affirmait. Elle disait, on n'a pas le droit de lui refuser. Pourquoi le corps reproductif serait exclu de l'autonomie morale au nom du principe que la grossesse, c'est un acte à part en relation avec une sacralisation de la maternité. Voilà un argument fort, mais vous allez voir, bien sûr, il y a des contre-arguments également. En effet, les arguments pour s'opposer à la GPA, ils sont peut-être plus nombreux. Une situation qui s'est produite aux États-Unis en particulier, je ne dis pas que c'est fréquent, mais ça peut arriver. Quel devenir pour l'enfant en cas de malformation découverte en cours de grossesse, généralement l'échographie, si les parents d'intention demandent une IMG, parce que la malformation est assez importante, enfin est jugée importante, et si la mère gestatrice, elle, pour des raisons qui lui sont propres, s'y refuse. C'est arrivé, et quand l'enfant est né, personne n'en voulait de cet enfant. Bien entendu, cette situation elle est relativement rare et maintenant, semble-t-il, d'après ce qu'on en sait, en particulier aux États-Unis, les avocats se sont bien penchés sur la question et les contrats sont bétonnés. Une femme serait obligée de recourir à l'IMG, d'après ce que j'en ai entendu. Et puis, il peut y avoir des créations de liens d'attachement et d'investissement du fœtus au cours de la grossesse
qui rendent très douloureuse la séparation à la naissance. Une femme c'est arrivé aussi, toujours aux États-Unis, mais peut-être dans d'autres pays, où une femme dit, mais bon, je me suis attaché à cet enfant, je veux bien vous rembourser ce qui a déjà été, les sommes qui m'ont déjà été attribuées, mais je veux garder l'enfant. Là aussi, semble-t-il, actuellement, les contrats, parce qu'il s'agit d'un contrat, sont, j'allais dire, ont été bétonnés dans ce sens-là, dans le sens de rendre impossible justement cette situation. Mais on pourrait dire au contraire, parce que finalement, euh, la, la gestatrice dans cette situation, elle sait qu'elle va devoir rendre l'enfant. Donc on peut penser qu'elle fait tout un travail d'absence d'attachement. Et après tout, c'est certains pédopsychiatres qui l'ont dit, même si c'est très difficile à prouver ou à quantifier, est-ce que cette absence d'attachement ne pourrait pas avoir des conséquences sur le développement du futur enfant? On pense surtout au développement psychique, bien entendu. C'est des questions, il n'y a pas de réponse là, à l'évidence. La famille peut être perturbée, la famille de la gestatrice. Les enfants, par exemple, qui vont voir leur maman enceinte, et puis tout d'un coup, plus de bébé, enfin, après la naissance. Et surtout, peut-être les deux derniers arguments. Le choix contraint. Parce que dans le monde actuel, les femmes qui se proposent pour une GPA ne sont pas forcément désireuses en elles-mêmes de faire un acte altruiste, mais elles vont le faire dans un contexte de fortes contraintes économiques. Et ça, c'est l'argument princeps. On va parler de l'indisponibilité du corps humain. Ça peut être considéré par certains, par exemple Sylvia Nagasinski l'a beaucoup débattu, on a beaucoup débattu, comme une instrumentalisation du corps de la femme. Et ça, au nom de ce principe, certains considèrent qu'il ne faut pas accepter une GPA. Alors en conclusion, rapide par rapport à au concept que j'ai évoqué, l'absence d'utérus fonctionnel d'abord peut être d'origine congénitale ou acquise. Le recours à la GPA questionne ce concept de parentalité qui n'est pas si évident que ça à discuter. Il existe des arguments éthiques en faveur de la GPA, les aspects compassionnels, l'autonomie de la femme qui choisit de porter un enfant pour autrui, mais aussi en sa défaveur. On a cité sur la notion de choix contraint. Sur sous-investissement par la gestatrice de l'enfant à naître, les deux situations peuvent être possibles, et surtout instrumentalisation avec un risque de marchandisation du corps de la femme. Et pour qu'une procédure de GPA devienne éthique, on pourrait considérer que certaines conditions doivent être remplies, c'est une condition nécessaire, peut-être pas suffisante, en particulier un consentement réellement libre de la part de la gestatrice, et puis, et ça va avec, une absence d'exploitation de celle-ci sur les plans économiques et psychologiques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-François. Parfaitement tenu le temps comme Hugo. Donc, et poser les problèmes éthiques. Et on va vraiment enchaîner là aussi maintenant avec Marlène Jouan, qui est philosophe et qui a beaucoup réfléchi et beaucoup travaillé sur justement ces tensions éthiques. Et donc, je vais lui passer la parole tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit bien. Ouais, vous voyez bien? Bon, d'accord, merci. Alors, merci déjà pour votre invitation à ce cyberéthique. C'est ma première participation sur ce mode-là. Et merci aussi de m'avoir accordé un temps un petit peu plus long que voilà, ceux qui m'ont précédé. Alors, je ne vais pas répondre directement aux arguments pour et contre qui ont été exposés par Jean-François Guérin, même si Par je vais contre, juste Marlène, pardon de vous interrompre, Oui. on voit l'écran, mais pas le support. C'est votre écran qui est partagé. Ah. Donc, nous, on ne voit pas votre support. Voilà, c'est simplement ça. Voilà, c'est ça que je demandais. Ouais. Alors, est-ce que là, ça va? Alors, normalement, oui, le support, voilà, il y a un petit flou comme celui sur celui d'Hugo, mais ça devrait se résorber. Ouais. Voilà, c'est bon, c'est OK. Merci beaucoup.
C'est tout net chez moi. Mais heureusement que vous m'avez interrompu. Donc, je disais que voilà, je n'allais pas répondre directement aux arguments ou réagir aux arguments pour et contre que j'ai eu l'occasion de travailler par ailleurs. Et voilà, mais je vais en rencontrer certains. Mais disons que je vais prendre les choses sous un angle un peu différent. Alors, je commencerai par dire mon scepticisme à l'égard d'une réouverture officielle du débat sur la GPA à l'occasion de la prochaine révision de la loi française de bioéthique. Et cela malgré quelques signaux récents en ce sens, hein, par exemple la déclaration de Gabriel Attal en août dernier, ou peut-être plus révélateur, le financement à l'automne dernier également par l'Agence de biomédecine d'un projet de recherche en sciences humaines et sociales portant sur la GPA transnationale. Alors il y a plusieurs raisons à ce scepticisme. D'une part, un contexte politique national peu favorable. D'autre part, un retour des initiatives internationales appelant à l'abolition universelle de la pratique, des initiatives qui viennent donc valider la position défendue aussi bien par le Comité consultatif national d'éthique depuis longtemps que par la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution, qui a été fondée en 2018 à l'initiative de 4 associations féministes françaises. C'est pour ça que je la mentionne. Et puis, dernière raison d'être sceptique, c'est surtout le fait que la mesure phare de la précédente révision de la loi de bioéthique, donc l'ouverture de l'AMP avec tiers d'honneur à toutes les femmes, a été adoptée sans faire la moindre concession à l'idée d'une future légalisation de la GPA, voire en verrouillant davantage encore cette possibilité par rapport à la législation existante, ce qui n'empêche pas évidemment, ce qui n'infirme pas du tout le décalage entre voilà le statut de la GPA dans le droit et puis la réalité des faits et des pratiques. Donc, je peux me tromper, bien entendu, mais ce dernier point en particulier me semble fondamental. Et donc, je vais y revenir dans la première partie de mon intervention en rappelant donc les mesures qui démentent l'idée que l'on aurait fait un pas vers la légalisation de la GPA avec la dernière révision de 2021. Et de fait, ces mesures... Marlène, oui. Juste, je trouve que, en tout cas chez moi, c'est un peu flou les diapos. Je sais pas. Chez moi, c'est très net et c'était flou. Est-ce que, Eric, si Marlène supprime sa caméra, est-ce que ça peut être mieux ou pas? C'est ce que j'allais proposer. C'est éventuellement, pendant la présentation, vous pouvez supprimer la caméra et à la fin du diaporama, on reprendra. Alors, attendez, il faut que je change de mode lire. Alors, je supprime volontiers. Voilà. Et donc, je vais revenir à l'écran. Voilà, j'espère que ça va être mieux. Mais du coup, chez moi, c'est très net, bien sûr. Ouais, c'est beau. Alors, présentation, plein écran. Voilà, je ne sais pas si c'est mieux. Pas vraiment, mais bon, continuez. C'est pas flagrant, mais peut-être que... c'est par moment. Quoi. Ouais. Bon, je suis désolée. Non, vous n'y êtes pour rien, mais... Après, il y a une piste, mais je ne sais pas si c'est possible de partager que le support et pas l'écran, parce que finalement, ça partage l'ensemble de vos fenêtres. Donc, on peut choisir en fait de ne partager que le support en question, si jamais. Ouais, mais en fait, j'ai presque rien d'ouvert par ailleurs sur mon ordinateur, donc je ne pense pas que ce soit trop la difficulté. Mais Bon, non, on va continuer comme ça. On va continuer comme ça et on va vous écouter encore plus attentivement. Bon, normalement, il n'y a pas trop de texte à lire. Oui, on le sait. Oui. Donc, il est sobre de ce point de vue, donc j'espère que voilà, ça ira. Donc, je disais en fait que les mesures, il y a un certain nombre de mesures en fait qui ont accompagné l'ouverture de l'AMP avec tiers d'honneur à toutes les femmes, des mesures qui confirment à confirmer en fait le principe qui connaît pourtant des dérogations évidentes depuis longtemps, mais le principe selon lequel la mère est celle qui accouche. Et ce principe qui hérite donc de l'adage romain, selon lequel la mère est toujours certaine, qui fait de la maternité un événement naturel, ce principe est logiquement contradictoire avec l'admission de la GPA,
en tant qu'arrangement social qui fait précisément tomber cette certitude de la maternité fondée sur l'accouchement. Donc je commencerai par là, par rappeler ça, j'essaierai de ne pas y passer trop de temps et je prendrai ensuite du recul sur cette actualité pour examiner la possibilité d'une GPA éthique. Alors je mettrai toujours des guillemets, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Pour examiner la possibilité d'une GPA éthique, c'est-à-dire encadrée dans le respect des droits et des intérêts de toutes les parties prenantes, à l'aune des 3 piliers du modèle bioéthique français que sont le consentement, l'anonymat et la gratuité. Alors, le temps disponible obligeant à faire des choix, je ne vais en fait pas vraiment parler du critère du consentement, donc sous-entendu libre et éclairé, qui n'a rien de spécifique à la bioéthique française et qui est devenu une évidence partagée. De fait, quand on étudie l'hypothèse d'une légalisation de la GPA en France, on n'est pas en train d'envisager l'institutionnalisation d'une forme d'esclavage reproductif. Donc ça signifie que j'écarte ici l'idée selon laquelle la pratique de la GPA tomberait en elle-même ou a priori sous cette description d'esclavage, si bien que qu'une GPA éthique serait non seulement un idéal complexe à mettre en œuvre, ce sur quoi tout le monde s'accorde, mais en fait un idéal inconcevable, au motif qu'il serait impossible de consentir réellement ou valablement à porter un enfant pour autrui. Mais ça signifie aussi que je considère, avec beaucoup de féministes, que le consentement est de toute façon loin d'être une panacée ou un sésame éthique, comme on a pu récemment le voir avec le débat sur l'introduction du consentement dans la définition juridique du viol dans le code pénal. Beaucoup de féministes ont montré pourquoi, en fait, le consentement était un problème autant qu'une solution. Donc, je vais donc me focaliser sur les 2 autres piliers que sont l'anonymat d'une part et la gratuité d'autre part, en montrant pourquoi le premier, l'anonymat, présente un obstacle insurmontable pour l'hypothèse d'une GPA éthique, et pourquoi le second, donc la gratuité, qui est avancée pour pallier le risque d'une marchandisation des corps, est beaucoup plus problématique qu'on ne le pense généralement. La question globale que je propose d'examiner est donc de savoir si notre modèle bioéthique est susceptible, dans sa forme actuelle, d'accueillir une pratique éthique de la GPA, que je vais envisager principalement dans la perspective des femmes porteuses, ou si au contraire, l'autorisation de cette pratique n'impliquerait pas une évolution conséquente de ce modèle. Alors, donc je reviens d'abord sur le sort de la GPA, le sort fait à la GPA par la dernière révision de la loi de bioéthique. À première vue, il semble que cette révision ait ouvert une porte à une éventuelle autorisation de la GPA dans notre pays. Et on a en effet parlé à cette occasion d'une véritable révolution de la bioéthique française. Alors pourquoi révolution ? Eh bien parce que l'ouverture de l'AMP, je dis en raccourci, l'adoption de l'AMP pour toutes aurait sonné le glas du modèle thérapeutique et hétéronormatif de l'AMP qui prévalait jusqu'alors, en reconnaissant que la distinction entre une infertilité que l'on dit médicale, subie car résultant d'une défaillance de la nature ou d'une pathologie, et de l'autre une infertilité dite sociale, parce que résultant de l'orientation sexuelle des personnes, est en réalité discriminatoire. Alors, dans ce nouveau contexte, l'hypothèse d'une autorisation de la GPA devient, certes, beaucoup moins spéculative qu'elle pouvait l'être auparavant, et d'ailleurs aussi, manifestement, beaucoup plus acceptable dans l'opinion publique. Moi, si l'on se réfère au dernier sondage en date, donc qui date de 2024, qui a été beaucoup confirmé par une étude récente du CREDOC, nous disant donc 71% des Français et Françaises seraient aujourd'hui favorables à une légalisation de la GPA pour les couples hétérosexuels, 56% pour les couples homosexuels. Même s'il y a une légère baisse par rapport au précédent sondage de 2022, on voit bien qu'il y a une progression constante en fait depuis 2017. Alors, comme beaucoup l'ont noté, la logique d'égalité des droits et des et des projets parentaux, qu'a sous-tendu l'adoption de l'AMP pour toutes, cette logique ne peut qu'amener à envisager son extension aux couples gays et aux hommes célibataires, qui sont minoritaires en fait dans le recours international à la GPA, mais pour qui l'adoption, l'alternative de l'adoption, qui est encore souvent mise en avant, reste plus théorique encore qu'elle ne l'est déjà pour les couples hétérosexuels. Alors même que les pères sont de plus en plus encouragés à s'investir dans les tâches de soins et d'éducation des enfants, qui étaient historiquement assignées aux femmes, il y a plein de témoignages qui vont en ce sens, et même s'il est timide, on peut mentionner l'extension du congé paternité à 28 jours en 2021. L'exclusion des couples gays contribue inversement à conforter l'association du désir d'enfant au seul genre féminin, de même que l'évidence d'une compétence parentale pour les femmes seulement,
Et c'est sûrement en raison de cette évidence que la maternité lesbienne, comme la maternité solo, sont bien plus facilement assimilables culturellement que la parenté gay et la paternité solo, qui demeurent encore suspectes. Bien entendu, la même logique d'égalité conduit à interroger la symétrie persistante à l'endroit des couples hétérosexuels cette fois, entre l'AMP qui procède par don d'ovocytes pour cause de stérilité et celle qui procéderait par GPA pour cause d'infertilité utérine. Jean-François Guérin l'a évoqué tout à l'heure. Par ailleurs, on peut noter que l'AMP pour toutes paraît avoir fait sauter un frein relatif à la filiation maternelle de l'enfant né de GPA. On peut considérer que la solidarité entre l'accouchement et la maternité serait au moins en partie défaite, puisque désormais, une femme peut bel et bien être reconnue mère de l'enfant que sa compagne a mis au monde, avant même sa mise au monde, donc sans avoir besoin d'en passer par l'adoption. Alors, comme je l'annonçais tout à l'heure, le principe selon lequel la mère est celle qui accouche est cependant loin d'avoir été remis en cause, et donc je vais lister ici un peu 4 arguments que l'on pourra éventuellement approfondir dans la discussion. Alors, le premier argument, c'est celui de la solution dérogatoire qui a été finalement retenue pour établir juridiquement la filiation des couples lesbiens avec l'enfant issu d'une AMP avec tiers donneur, parce que la femme qui porte l'enfant est reconnue mère directement par l'acte de naissance, tandis que la maternité de sa partenaire est établie sur la base de leur déclaration conjointe et anticipée de reconnaissance de l'enfant. Bon, cette déclaration conjointe, en quelque sorte, elle est superflue en fait pour la seconde mère, elle est superflue pour la première mère, celle qui porte l'enfant, elle est nécessaire que pour la deuxième, qui n'est pas mère par l'accouchement. Par ailleurs, c'est une solution qui maintient, c'est donc une solution qui maintient un certain régime naturaliste de filiation, régime parallèle à l'artifice dévoilé du recours au don, parce que ce recours reste invisible pour les couples hétérosexuels, qui ont besoin d'une AMP avec tiers donneur, mais il apparaîtra en revanche dans l'état civil de l'enfant, né d'un couple de femmes, par le biais donc de la mention de la déclaration conjointe. Si vous voulez, ici, on exige une transparence de l'intervention sociale, précisément là où il est invraisemblable que seule la nature soit à l'œuvre. Donc, cette solution justifie de dire que sur la question de savoir ce qui fait d'un individu un parent, la loi continue à défendre pour l'obtention du titre de mère la priorité et l'indépendance de la gestation sur l'intention ou sur la volonté. Deuxième argument, c'est l'exclusion de la ROPA, donc réception d'ovules de la partenaire, une exclusion qui signifie concrètement que dans le couple, lesbien toujours, soit la femme qui porte l'enfant fournit aussi ses ovocytes, soit si elle est infertile, ou bien si elle ne souhaite pas cumuler les deux maternités biologiques, utérine et génétique, pour éviter un déséquilibre trop grand avec sa partenaire qui, elle, ne peut rien donner biologiquement. Donc, soit il leur faut recourir à une donneuse d'ovocytes extérieure au couple, en plus du donneur. Donc, une asymétrie entre les couples de femmes et les couples hétérosexuels est encore maintenue ici, parce que lorsque l'homme est fertile, le couple hétérosexuel qui ne parvient pas à procréer naturellement bénéficie sans problème d'une fécondation in vitro ou d'une insémination artificielle qui lui permet d'utiliser ses propres gamètes. On peut faire l'hypothèse que satisfaction a été donnée, en fait, en excluant, donc, avec l'exclusion de la ROPA, aux adversaires de la GPA qui, justement, assimilaient la ROPA à une GPA, au motif que l'une des deux femmes porterait alors l'enfant pour elle-même, mais aussi pour sa partenaire, qui en serait la mère génétique, donc pour autrui. Un troisième élément qui a été mentionné par le premier intervenant va cette fois explicitement dans le sens du maintien du principe selon lequel la mère est celle qui accouche. C'est une modification introduite à l'article 47 du Code civil qui règle une question apparemment purement juridique de filiation des enfants nés de GPA à l'étranger avec les parents français. Donc la loi dit désormais en fait que la réalité à laquelle les actes de naissance établis à l'étranger doivent être conformes est appréciée au regard de la loi française. Et ça revient à dire que cette réalité est une réalité biologique et donc elle implique celle de l'accouchement. L'option donc d'une transcription directe et intégrale en droit français des actes de naissance des enfants nés de GPA à l'étranger est devenue impossible. Il y a d'autres solutions qui ont été évoquées donc, par le premier intervenant. J'ajouterai un quatrième et dernier élément qui a été dénoncé par plusieurs associations ou collectifs LGBTQ+, dont le GIAPS, que je mets un petit peu en avant ici parce qu'on lui doit plusieurs publications scientifiques. L'élément, c'est que la révision de 2021 a omis d'élargir l'accès à l'AMP aux personnes trans,
en particulier aux hommes trans qui auraient conservé leur utérus et donc la capacité de mener une grossesse. La finalité qui est désormais reconnue à l'AMP, c'est-à-dire de répondre à un projet parental, est pourtant théoriquement plus accueillante à leur endroit, d'autant plus que depuis une loi de novembre 2016, la modification de genre à l'état civil n'exige plus de stérilisation préalable. Alors on fera sans prendre trop de risques l'hypothèse suivante, en acceptant que le principe selon lequel la mère est celle qui accouche soit transgressé par les hommes trans, physiologiquement capables de mener une grossesse à terme, on se serait trouvé en plus mauvaise posture pour justifier qu'il ne puisse pas être transgressé par la GPA, où la grossesse et l'accouchement restent au moins une prérogative du genre féminin. Alors, je fais ici une parenthèse, mais en fait, il semble néanmoins que quelques cas en fait, d'hommes trans ayant porté pour autrui semblent désormais exister, notamment au Canada. Puis par ailleurs, bon, je ne vais pas pouvoir en parler aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout un élément anecdotique, puisqu'il s'avère en fait qu'une partie des adversaires de la GPA sont aussi anti-trans ou le sont pour des arguments que l'on pourrait qualifier de transphobes. Alors, j'ai donc passé en revue voilà, ces dispositions de la révision de 2021 qui minore la probabilité que l'autorisation de la GPA revienne sur la table des débats. Je voudrais maintenant prendre un peu de distance à l'égard de cette actualité pour examiner le contexte normatif plus large dans lequel s'inscrit l'hypothèse d'une légalisation de la pratique, c'est-à-dire un modèle bioéthique français dans lequel l'AMP, plus précisément le don de gamètes, suit les principes généralement antérieurs pour les dons d'éléments du corps humain, dons du sang et dons d'organes notamment. Donc, parmi ces principes se trouve celui de l'anonymat, d'une part, et de la gratuité, d'autre part. Alors, il peut paraître étrange de parler aujourd'hui de l'anonymat comme d'un pilier du modèle bioéthique français, puisque la révision de la loi a partiellement levé cette condition du don de gamètes avec tiers donneur. Désormais, on sait que les enfants issus d'un tel don pourront, à leur majorité et sur demande, accéder à l'identité ou aux données non identifiantes de leurs géniteurs et de leurs génitrices. Est-ce pour autant la fin du modèle antérieur qui organisait l'AMP avec tiers donneur sous le sceau du secret, un modèle qualifié par la sociologue Irène Théry de ni vu ni connu, par la juriste Marcella Yacoub de crime parfait, puisqu'effaçant minutieusement toutes les preuves du recours à un tiers. Et surtout, cette levée partielle de l'anonymat est-elle suffisante, alors non pas pour le don de gamètes, je ne vais pas m'y intéresser ici, mais pour le don de gestation. Alors, une première difficulté est posée par le critère de la majorité. Est-ce qu'il est éthique non seulement que l'enfant né de GPA attende ses 18 ans pour connaître l'identité de la femme qui l'a porté et mise au monde, mais est-il également éthique que la femme porteuse doive attendre que l'enfant atteigne ce même âge pour être autorisée à entrer en contact avec lui? Une deuxième difficulté réside dans le fait que dans le nouveau régime d'accès à l'identité des donneurs et donneuses de gamètes, aucun droit à la rencontre avec la personne issue du don n'est légalement garanti. Appliqué à la GPA, ce régime ne permettrait donc pas l'institutionnalisation d'une pratique dite relationnelle, dans laquelle, sous condition d'accord de la femme porteuse, des liens à l'épaisseur variable sont délibérément tissés ou maintenus entre elle et l'enfant, et cela dès la naissance. Alors, pour comprendre les enjeux soulevés par ces difficultés, il faut revenir brièvement sur les raisons d'être de l'anonymat complet des donneurs qui a initialement été exigé pour l'insémination artificielle. Cette condition, je l'ai rappelé, construisait la reproduction artificielle sur le modèle de la reproduction coïtale naturelle. Or, dans la GPA, cette fiction est d'emblée intenable, et ça pour deux raisons. Bon, d'abord, il est difficile de dissimuler le recours à une femme porteuse. L'arrivée au monde d'un enfant sans grossesse préalable, cela se voit. A fortiori, quand les parents d'intention sont homosexuels et que le subterfuge du faux ventre n'est guère qu'une option vraisemblable. La première fonction historique de l'anonymat, donc garantir aux parents, dans un contexte où la stérilité masculine est encore infamante, le secret sur le mode de conception de l'enfant, devient inopérante. Sa seconde fonction, qui consistait à sécuriser le statut juridique du père stérile, par contraste avec celui du donneur de sperme, simple géniteur n'ayant ni droit ni devoir à l'égard de l'enfant à naître, est aussi mise à mal, mais sur un autre plan, cette fois un plan normatif. Comme l'avait déploré Irène Théry, cette fonction est tributaire d'une description de l'AMP où l'on ne retient de l'assistance en question que celle apportée par l'institution biomédicale et où, avec leur identité, celle des donneurs eux-mêmes est en revanche complètement oblitérée. Poussée dans ces derniers retranchements, cette description aboutit à réduire le donneur à un fournisseur de matériaux reproductifs interchangeables. Et là, on voit bien tout de suite le problème qui saute aux yeux,
puisque c'est exactement ce statut que l'on trouve moralement intolérable pour les femmes porteuses, et à juste titre, puisqu'il contrevient nettement au célèbre impératif catégorique ancien qu'on a de cesse de mobiliser dans le débat. Voilà, j'ai rappelé à l'écran, alors je le lis parce que si c'est flou, vous n'allez rien voir du tout. Agis toujours de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais seulement comme un moyen. Le moyen ici donc de réaliser le projet parental d'autrui. Donc on le voit, hein, la difficulté ici, c'est que le modèle bioéthique français a longtemps défendu l'idée que la dépersonnalisation des gamètes participait de façon cruciale à l'éthique de l'AMP avec tiers donneur. Il est clair qu'on ne peut pas en dire autant d'une dépersonnalisation des ventes, entre guillemets, qui constitue au contraire un leitmotiv de la condamnation de la GPA et de son assimilation à une location d'utérus. L'exemple paradigmatique, c'est bien sûr celui de l'organisation commerciale de la pratique en Inde, hein, jusqu'en 2018, puisqu'il y a eu un revirement législatif cette année-là. Une organisation qui est fondée sur le paradoxe de l'anonymisation des femmes porteuses, favorisée par quelques stars de Bollywood, l'industrie indienne du cinéma. L'acceptation sociale de la pratique coexiste avec leur invisibilisation. Mais ce statut de moyen contrevient aussi, sans surprise, aux attentes exprimées par les femmes porteuses elles-mêmes. Nous savons en effet, alors d'après des enquêtes qui ont été menées aussi bien aux États-Unis et en Inde qu'en Israël, hein, donc dans des contextes culturels, économiques et juridiques très différents, nous savons que le deuil le plus douloureux dont elles font l'épreuve après l'accouchement n'est pas, comme on pourrait le croire, celui de l'enfant porté, qu'elles n'ont pas effectivement investi comme elles ont investi les enfants qu'elles ont portés pour elles-mêmes, mais le deuil des parents d'intention qui ont été plus ou moins présents pendant la grossesse. Elles attendent d'eux la reconnaissance du service rendu, c'est-à-dire, indépendamment de tout paiement, et même quand ce paiement n'est pas accessoire, la reconnaissance du lien social que leur grossesse pour autrui a généré, un lien qui fait d'elles, de l'enfant et des parents d'intention, les membres d'un corps collectif censé survivre à la fin de la grossesse. Et c'est à l'aune de la satisfaction, ou alternativement du déni de cette attente de reconnaissance, qu'elles estiment avoir été traitées ou non comme un outil vivant. C'est la définition de l'esclave qu'on retrouve qui vient d'Aristote et qui est reprise par Sylviana Gazinski. Donc c'est à l'aune de la satisfaction ou non de cette attente de reconnaissance qu'elles jugent que leur dignité a été respectée ou bien compromise. Si les femmes porteuses peuvent devenir des ventres alloués, hein, selon l'expression courante, ce n'est donc pas inhérent au fait qu'il s'agit pour elles de mettre au monde l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est parce que la reconnaissance attendue ne vient pas et qu'elles subissent au contraire une forme de mépris, c'est-à-dire, dans les termes du philosophe Axel Honneth, une blessure morale qui atteint l'idée positive qu'elles ont pu acquérir d'elles-mêmes dans l'échange intersubjectif. Alors, il arrive d'ailleurs que les adversaires de la GPA perçoivent, sans l'assumer complètement, que c'est cette disparition de la femme porteuse hors de la photo de famille qui est moralement condamnable plutôt que littéralement ce qu'elles font. Alors, on en a un exemple, par exemple, dans l'ouvrage de L'être et la marchandise, là, qui est aussi souvent cité, un ouvrage d'une journaliste suédoise. Elle observe ainsi que tout en réalisant le rêve de la famille nucléaire, je cite, alors un rêve qui est même subverti dans sa version homoparentale, la GPA fait de la mère elle-même une menace pour ce rêve. Alors si on ne défend pas l'idée sous-jacente à cette analyse selon laquelle la grossesse fait la mère, du moins lorsqu'elle est menée à terme, on peut en tirer la conclusion suivante. Au-delà du comportement individuel des parents d'intention, le problème est que la GPA, telle qu'elle est organisée, est majoritairement pensée comme un moyen de faire des familles aussi proches de ce qu'elles seraient sans la contribution de la femme porteuse, qui est alors un personnage en trop. Faute d'une place légitime à occuper dans ces familles, qui sans elle pourtant n'existeraient pas, elle est vouée à l'exil. Les contre-exemples existent pourtant et ne sont pas seulement des exceptions. Alors, ce sont des exemples qui montrent que les relations entre femmes porteuses et parents d'intention sont très diverses, certes, mais à minima, elles signifient leur intégration précoce dans le récit familial et elles peuvent aller jusqu'à constituer une famille élargie au-delà des liens de parenté juridiquement reconnus. Alors on trouve ces contre-exemples dans le cadre de la GPA altruiste, telle qu'elle se pratique en Belgique, notamment grâce à l'équipe PMA du CHU Saint-Pierre à Bruxelles, qui accueille des couples français. Mais on les trouve aussi dans un cadre commercial comme celui en vigueur dans plusieurs États des États-Unis, montrant alors que la rémunération de la femme porteuse n'implique pas ipso facto sa dégradation morale à travers son expulsion hors de l'étroite cellule familiale qui se présente aujourd'hui encore comme un idéal. Alors je vais maintenant passer, et je terminerai, donc ce sera le dernier moment, à la question de la gratuité.
Alors, j'ai déjà laissé entendre dans la partie précédente que la distinction entre une GPA qui rémunère la femme porteuse, dite commerciale, et puis une GPA gratuite, dite altruiste, n'était peut-être pas de la plus grande pertinence pour établir les conditions d'une GPA éthique. Alors, c'est l'occasion, donc je l'avais annoncé, d'exprimer certaines réserves sur l'emploi de cette expression GPA éthique. J'encadre toujours avec des guillemets. Alors, comme le disait la juriste Laurence Brunet, dans un entretien pour Libération le 23 août dernier, donc on est au lendemain de la déclaration de Gabriel Attal que j'évoquais tout à l'heure. Le terme d'éthique est un terme parapluie, un mot derrière lequel on se cache. C'est aussi une façon de faire une dichotomie entre une pratique non commerciale qui serait éthique et une pratique commerciale et immorale. Sauf que ces distinctions liées à l'argent ne tiennent pas la route. Alors, le fait est que dans le débat public français, l'hypothèse d'une légalisation de la GPA n'est pas seulement minoritaire, mais presque toujours envisagée comme impliquant la gratuité du geste, conformément à notre modèle bioéthique où l'argent est synonyme de corruption morale et où le don est posé en rempart de la marchandisation des personnes et de leur corps. Donc, juridiquement, ça se traduit dans le principe de non-patrimonialité ou de non-commercialisation du corps humain, comme de ses éléments et de ses produits. Cela aussi a déjà été évoqué. Alors, on a une défense et illustration parfaite de ce positionnement dans l'ouvrage Critique de la raison bioéthique, qui est paru en 1994, donc la même année que les premières lois de bioéthique françaises, un ouvrage que l'on doit au philosophe Lucien Sève. Alors, je vous donne quelques éléments parce que c'est important. Il fut membre du Comité consultatif national d'éthique à sa création en 1983 et jusqu'en 2000. Alors, on peut lire par exemple dans cet ouvrage, là j'ai mis un tout petit extrait, que l'éthique biomédicale à la française est dès ses débuts une éthique qui n'a pas pire adversaire que l'argent, ou qui voit dans l'argent l'ennemi de l'éthique. Plus précisément, l'intervention de l'argent comme médiateur des échanges impliquant le corps humain congédierait en son principe l'éthique du respect, car ce qui s'échange contre un équivalent peut être traité en pur moyen. La valeur économique viendrait nécessairement supplanter la valeur éthique et ne saurait cohabiter avec elle sans parler d'y participer. Alors, par contraste, le don est paré de toutes les vertus, du moins lorsqu'il est associé à l'anonymat, car alors seulement, je cite à nouveau, il peut vraiment être gratuit, et pour peu que l'on comprenne que le don n'est pas le transfert d'une propriété ou d'un avoir, comme c'est le cas dans l'échange marchand, à travers ce qu'on a, je cite à nouveau, on donne ce qu'on est, donc c'est le transfert de sa propre personne. Alors, dans cet esprit, le modèle de la GPA altruiste, qui est en vigueur au Canada, comme au Royaume-Uni ou en Grèce, oriente la seule proposition de loi qui, à ma connaissance, une proposition de loi visant à autoriser la GPA, qui a vu le jour en France à ma connaissance, et c'était en 2010. Alors, non pas que ce modèle soit pur de toute circulation d'argent, y compris au bénéfice de la femme porteuse, mais celle-ci n'est alors censée percevoir qu'un dédommagement visant à couvrir les différents frais liés à la grossesse, ainsi qu'une éventuelle perte de revenus, et non à la payer directement pour ce qu'elle fait. Le philosophe rouvénogien, qui est décédé en 2017 et dont la voix, je trouve, manque sur ce sujet en particulier, alors, avait déjà bien montré dans un petit ouvrage qui est consacré principalement en fait à la prostitution, en quoi cette dichotomie normative du don et de l'échange marchand est conceptuellement biaisée et donc réductrice. Elle ne prend pas en compte la possibilité que ce qui s'échange ne soit ni une propriété ou un bien disponible. Alors, dans le cas de la GPA, l'utérus de la femme porteuse, alors parfois c'est l'enfant lui-même. Donc, ni une propriété ou un bien disponible, ni la personne elle-même de la femme porteuse, mais un service ou un travail. Sous cette description, et même si le travail ne se réduit pas à l'emploi source de revenus, c'est l'absence de rémunération qui devient évidemment problématique, puisque même si le bénévolat y a sa place, on n'est pas spécialement enclin dans nos sociétés capitalistes à travailler gratuitement ou pour la beauté du geste. La question se pose alors de savoir si cette description est juste. La GPA peut-elle ou doit-elle être pensée comme un travail, et peut-être même dans le sillage ou à l'ombre de cette pratique, toute grossesse. Alors, c'est la position que je défends, en fait, avec quelques autres dans la recherche académique, une position qui trouve par peu d'écho dans le débat public et qui n'est en réalité institutionnalisée nulle part. Parce que dans les pays qui autorisent ouvertement la GPA commerciale, l'argent versé aux femmes porteuses ne vient pas tant rémunérer à proprement parler leur service gestationnel qu'indemniser les risques qu'elles encourent. On est dans la logique de ce que la sociologue Maud Simonet appelle le travail gratuit, c'est-à-dire une activité certes payée, mais pas pour autant reconnue comme un travail, une activité qui est censée s'exercer au nom de valeurs extra-économiques, par amour ou solidarité, vocation ou devoir, et une activité qui n'est pas encadrée par les droits normalement rattachés au salariat.
La conception de la GPA comme travail représente ainsi une troisième voie par rapport à l'alternative classique entre GPA commerciale et GPA altruiste. Je ne vais cependant pas l'expliquer aujourd'hui, mais dans le temps qui me reste, je vais me contenter donc de défaire l'évidence selon laquelle une GPA éthique serait nécessairement une GPA altruiste. Et pour ça, je vais lister plusieurs arguments, enfin 4, que l'on doit surtout à des anthropologues, des sociologues et des économistes, travaillent soit spécialement sur la GPA, soit sur d'autres pratiques sociales. Et d'ailleurs, je souligne que ces arguments sont parfois repris, et à juste titre, par les adversaires de la GPA sous toutes ses formes, pour qui finalement l'argent n'est que l'arbre qui cache la forêt. Alors le premier argument rappelle que contrairement à ce que fait croire une version idéalisée ou naïve de l'altruisme, le don ne signifie pas absence d'intérêt personnel chez le donneur ou la donneuse. Dans la GPA, cet intérêt peut par exemple être un intérêt à la grossesse pour elle-même, en tant qu'elle apporte intrinsèquement diverses gratifications indépendantes de la maternité qui en découle habituellement. Au don, et c'est quelque chose que Marcel Mauss avait montré dans son célèbre essai, au don se rattache par ailleurs une norme de réciprocité qui en reconnaît la valeur. Donner, c'est créer l'obligation d'une contrepartie, de recevoir quelque chose en retour, même si ce n'est pas dans l'immédiat. Et on en a eu un aperçu tout à l'heure, les femmes porteuses, en effet, attendent la reconnaissance des liens sociaux forgés par leur gestation, dont elles souhaitent souvent le maintien sous une forme ou une autre. Cette attente, on l'a déjà aperçu aussi, est indépendante de leur rémunération. Il signifie que l'argent versé, quand argent il y a, n'éteint pas la dette moralement contractée par les parents d'intention à leur égard. Alors même s'ils reconnaissent cette dette, et c'est une fonction basique de l'argent que de reconnaître les dettes. Se révèle alors, s'agissant de la GPA commerciale en particulier, la nature mixte de l'échange, qui ne suit pas la doctrine de l'hostilité entre transactions monétaires et rapports intimes ou solidaires. Alors, l'analyse de ces échanges mixtes, on les doit à une socio-économiste américaine qui est Viviana Zelizer. L'intérêt économique, qui peut certes motiver, au moins partiellement, l'engagement des femmes porteuses, n'est pas seul en présence. Il n'écrase pas non plus les autres intérêts à l'œuvre, dont celui d'apporter son aide à autrui, dont la valeur ne se mesure pas en espèces sonnantes et trébuchantes. C'est pourquoi l'argent ne solde pas les comptes, y compris, j'insiste, dans une GPA dite commerciale, et cela quel que soit d'ailleurs son montant. Il n'annule pas le caractère possiblement inestimable de ce que font les femmes porteuses, et la GPA ici n'est pas une exception, puisqu'on pourrait dire il en va de même en droit, où les intérêts et les dédommagements versés n'annulent pas l'injustice commise envers la victime et n'épuisent pas la réparation attendue. Ou dans un tout autre domaine encore, il en va de même lorsque la vente aux enchères d'une œuvre d'art n'empêche pas qu'elle demeure en tant qu'œuvre d'art sans prix. Le troisième argument est d'inspiration féministe. Il consiste à dire que voir dans l'altruisme une vertu inconditionnelle, revient à oublier que cette vertu est historiquement cultivée chez les femmes et exigée des femmes. Ce caractère profondément genré du don explique notamment pourquoi les femmes prennent en charge matériellement et mentalement la majeure partie du travail domestique, qui n'est alors pas considéré comme un travail du tout. Il contribue aussi à expliquer leur très faible rémunération dans les secteurs du marché du travail où elles sont majoritaires, par exemple dans les métiers du care. Et il explique aussi pourquoi elles ne pouvaient, jusqu'à la dernière révision, là encore, de la loi de bioéthique, conserver leurs propres ovocytes pour un projet de grossesse future, qu'à la condition d'en donner à d'autres femmes, et s'il en restait, à moins bien sûr qu'une pathologie ou son traitement ne menace médicalement leur fertilité. Alors, comme l'a rappelé l'anthropologue français Alain Caillé, par exemple, ici je vais citer, donc guillemets, toujours et partout les femmes ont été tenues de donner la vie, leur corps et des soins, quitte à sacrifier leurs intérêts et leur bien-être, au point qu'il s'agit là d'une marque de la condition anthropologique féminine. Le dernier argument consiste à mettre en évidence une illusion, l'illusion selon laquelle l'altruisme protégerait automatiquement les femmes porteuses du risque de coercition et d'exploitation. Alors d'une part parce que le don, d'autant plus lorsqu'il est censé avoir lieu entre proches, se transforme facilement en dû et peut donc aussi être extorqué. Et d'autre part parce que le don ne résorbe pas magiquement les inégalités sociales qui structurent la pratique de la GPA et ne solutionne donc pas à lui seul le problème de l'exploitation. On en avait un petit indice déjà dans la conclusion de l'intervention précédente. Alors on en a un exemple en Inde depuis le revirement législatif opéré en 2018, puisque désormais l'Inde, en Inde est en vigueur un modèle altruiste de GPA. Et
Les études qui ont été menées sur place depuis ont montré que ce passage d'un modèle commercial au modèle altruiste avait créé les conditions d'une exploitation aggravée des femmes porteuses, au point que certaines chercheuses qualifient désormais la GPA en Inde comme un travail forcé. Une exploitation aggravée, mais aussi une exploitation différente, puisque si l'exploitation économique qui est liée à une relation salariée de subordination est censée avoir disparu, reste l'exploitation domestique, invisibilisée par la sollicitation de l'altruisme des femmes. Dans le contexte indien en particulier, les conditions ne sont de fait pas réunies qui permettraient aux femmes porteuses de bénéficier des vertus attribuées aux échanges altruistes, par contraste avec les échanges marchands, en raison des inégalités sociales importantes qui configurent empiriquement la légitimité de la demande et la nécessité du don. Ces échanges sont voués à renforcer les rapports de dépendance économique et de domination de genre entre femmes porteuses et parents d'intention. Alors, je sais que l'Inde, c'est loin, ce n'est pas la même situation économique que la nôtre, qu'en Europe, certainement, mais ce n'est pas non plus complètement exotique. Alors, je m'arrête là pour cette reconstruction des mystifications de l'altruisme, alors qui n'est pas exhaustive, mais qui me semble suffisante pour rendre au moins suspecte l'assimilation quasi systématique de la GPA éthique à la GPA altruiste, et inversement, pour rendre au moins raisonnable l'hypothèse d'une GPA rémunérée, sachant par ailleurs qu'une telle rémunération n'a pas forcément à se faire par le biais du marché et donc par le biais d'intermédiaires privés. Un mot de conclusion, j'ai essayé de montrer donc que les deux des piliers du modèle bioéthique français en matière d'AMP en particulier posent de sérieux problèmes éthiques lorsqu'on cherche à les exporter ou à les appliquer à la GPA. Alors le premier, l'anonymat, est franchement dissuasif. Cette condition, même partiellement à demander, est purement et simplement contradictoire avec l'idéal d'une GPA éthique. Quant au second pilier, qui fait de la version altruiste la seule forme acceptable de GPA, il apparaît fondé sur une version à la fois naïve et simpliste, alors non seulement de l'altruisme en tant que motivation psychologique et disposition morale, mais aussi de la réalité socio-économique dans laquelle le don se réalise et est rendu possible. Donc, je conclurai donc en constatant que la bioéthique à la française est à tout le moins mal équipée face à la GPA, et réciproquement que cette pratique le met en cause dans ses fondements. Reste le troisième pilier que je n'ai pas examiné, celui du consentement, par lequel Jean-François Guérin concluait également sa présentation. C'est peut-être de ce côté qu'il faudrait chercher des ressources, alors non pas cependant en l'opposant frontalement à la dignité de la personne, et en particulier des femmes, comme c'est le plus souvent le cas, mais en s'attachant aux conditions et aux normes d'existence qui rendent l'autonomie des femmes concrètement possible. L'éthique de la GPA deviendrait alors avant tout une question de justice sociale, commune en fait à bien d'autres pratiques et bien d'autres activités dans nos sociétés contemporaines. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Jouan. Encore une fois, désolé, il faudra qu'on résolve ce problème. Les diapos étaient floues. Peut-être que, Madame Jouan, si vous êtes d'accord, on pourra mettre votre diaporama sur, en plus de l'enregistrement oral, mais peut-être mettre à part le diaporama pour que les gens qui sont intéressés, j'ai vu que dans le chat, il y avait quelqu'un qui était peut-être intéressé par ça. Et encore une fois, veuillez nous excuser pour ce souci et je pense qu'on va trouver une solution pour rendre disponible ce diaporama pour ceux qui en auraient envie. Je suis évidemment d'accord avec ça et je suis vraiment désolée parce que j'avais apporté un certain diaporama pour faciliter l'écoute et voilà. Non mais il faudra qu'on résolve ça avec nos spécialistes du web parce qu'effectivement quand pour dire à l'auditoire, on s'est réunis un tout petit peu avant et on a défilé les 3 diaporamas et les 3 diaporamas il n'y avait aucun flou. Et du coup, il doit y avoir un problème, on va dire, que je ne connais pas, mais sur le web, mais on va en rediscuter. Et bon, on va quand même utiliser Peut-être, Marlène, si vous pouvez couper votre partage éventuellement. Ouais. Merci beaucoup. Pardon.
Et du coup, remettre votre caméra si vous le souhaitez. Voilà, et remettre la caméra des intervenants. Et puis, la parole est à l'auditoire, si j'ose dire. Qui veut poser la première question? Comment ça se passe, Eric? Si tu vois une main levée, si tu ouvres le micro, comment ça se passe? Ou Oui, tous les micros sont ouverts? la procédure est en cours. Alors, il y a toujours un petit temps de latence, mais la procédure est en cours pour que chacun soit autorisé Voilà. à ouvrir sa caméra et son micro. Alors, je vois déjà deux personnes qui ont levé la main, et même, tu peux leur donner la main, Eric? C'est fait théoriquement, donc c'est une question de secondes. Ils ont l'air de ne pas pouvoir brancher leur micro. Pour l'instant, Toup, toup. normalement c'est fait, hein. Ça devrait arriver. Mais... Alors, attendez voir. Voilà. Ah, Ouais. si, ça y est. C'est bon. Oui, Madame de Villiers a la parole. Ouais, très bien, merci beaucoup. Euh, Écoutez, il y a beaucoup de matière dans cette conférence et j'aimerais un petit peu vous soumettre quelques réflexions. Je peux peut-être me présenter aussi. Je suis Marie-Joseph de Villers. Je suis l'une des 3 coprésidentes de ce que Marlène Jouan a cité, c'est-à-dire la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité substitution. Alors, pour votre premier intervenant, je crois qu'il faut revenir sur la définition de la GPA parce que la définition qui est constamment citée est tronquée. En fait, la GPA consiste à recruter une femme. Le recrutement est quelque chose de très, très important à mentionner parce que les femmes ne vont pas comme ça spontanément se présenter et puis dire regardez, je vais vous faire un enfant. Voilà. Bref, ça c'est très important parce que ça met en évidence que derrière cette pratique, il existe un marché, ce qu'on a fait semblant quelquefois d'ignorer. Ensuite, la deuxième intervenante, plutôt le deuxième intervenant a fait un panorama donc, des questions d'opposition à la GPA, de l'angle d'opposition à la GPA, et a complètement, en tant que médecin, j'aurais aimé l'entendre parler aussi des risques des risques spécifiques liés à la GPA qui s'appliquent à la mère porteuse. Maintenant, on a suffisamment d'études, suffisamment de cours pour savoir que ça n'est pas anodin. Et d'ailleurs, les contrats mentionnent que l'indemnité qu'elles reçoivent est liée à la souffrance, au risque et au risque de mort qu'elles encourent en s'impliquant dans une GPA. Une femme en bonne santé risque sa vie. Ça, c'est une chose. Aussi, la troisième intervenante a bien cité ce courant qui est en train de se structurer, de se développer, qui s'oppose, qui argumente pour l'abolition de la GPA. Il faut citer dans cette liste plusieurs choses. Il faut citer notamment l'excellent rapport de Rima Salem, qui est la rapporteure des droits, la rapporteure spéciale des Nations Unies en ce qui concerne les violences faites aux femmes, qui a fait un excellent rapport pour expliquer l'impact de la GPA sur les femmes et sur nos sociétés, et qui est vraiment un travail absolument remarquable, qui conclut que en fait, la GPA est une pratique à abolir. C'est extrêmement important. Ensuite, il y a un autre événement très, très important, c'est l'actualisation de la directive de l'Union européenne sur la traite humaine, où là, la GPA est mentionnée parmi les crimes qui constituent la traite humaine. Et là, j'ajouterai encore un autre point. Je dois dire que je travaille sur la GPA depuis plus de 15 ans. Donc, c'est un sujet qui vraiment me tient à cœur, comme vous avez peut-être pu le noter. Et ce troisième point est très important, c'est que dans la Convention sur l'adoption internationale de la Conférence de la Haye de droit international privé, il y a un paragraphe, un article qui définit très, très, très bien ce qu'est la vente d'enfants. Et cette définition, elle a lieu
Elle a lieu justement dans le cadre, dans ce cadre le cadre de cette convention, et elle a pour but, cette définition, elle a pour but de distinguer adoption et vente d'enfants. Et la vente d'enfants, elle est définie de la façon suivante. Il s'agit de toute transaction d'affectation d'un enfant. Je simplifie l'article. Il s'agit de toute transaction d'affectation d'un enfant qui a lieu avant sa naissance. Et dans ce cas, on peut parler de vente d'enfants. Et dans tous les cas de GPA, quel que soit l'artifice juridique qui est utilisé, artifice qui est utilisé par exemple au Royaume-Uni, où le transfert de filiation s'effectue après la naissance de l'enfant, il est quand même une réalité, c'est que l'affectation de l'enfant, elle est faite même avant sa conception, et donc peut entrer dans le cadre de la vente d'enfants. Voilà, ce sont mes principales remarques. Merci beaucoup, madame. Je pense que vous avez exposé assez clairement on va dire, les aspects un petit peu compliqués et posant problème de la GPA. Peut-être que quand même vous avez soulevé des questions auxquelles nos intervenants peuvent répondre. Que ça soit, par exemple, Jean-François Guérin sur le risque de la GPA, le risque médical, le risque d'une grossesse finalement, qui n'est pas une maladie non plus. Est-ce que tu peux intervenir puisque c'est une demande de Madame de Villiers? Oui, alors très, très rapidement. Alors, j'entends bien on aurait pu le dire en préambule, toute grossesse peut être à risque. Et même si, alors on sait bien par exemple qu'il y a des facteurs de prédisposition. Là, je pense que ce serait au gynécologue obstétricien dans le cadre d'une transaction de GPA à vérifier qu'il n'y a pas de risque, mais on sait qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des toxémies gravidiques, etc. Mais simple remarque, c'est je vois pas en quoi, je parle pas du côté éthique, je parle du côté médical, le fait de porter un enfant qui n'est pas génétiquement le sien pose plus de problèmes médicaux que lors d'une grossesse, je vais dire, classique. Pensez par Voilà, exemple à la prééclampsie. oui, Pensez à la c'est bien ce que je prééclampsie. pensais. Pensez au diabète La toxémie gestationnel. gravidique, oui, la toxémie gravidique, ou Hum, prééclampsie, hum. c'est très voisin. Mais alors, peut-être que je pourrais demander à Et des collègues purement obstétriciens. Moi, je suis médecin de la j'ajoute juste un production. petit point, c'est qu'il existe une étude dont je pourrais vous donner les références qui montre que les risques associés à une grossesse de GPA sont 3 fois plus importants que les risques associés à une grossesse normale. J'ajouterai aussi la prédisposition à demander des grossesses gémellaires parce qu'on fait une économie d'échelle en demandant pour les commanditaires, demander une grossesse, obtenir des jumeaux est beaucoup plus économique que avoir recours à 2 grossesses successives. Madame de Ce Villiers, qu'on appelle. je pense que sur l'aspect un peu statistique des grossesses à risque, plus à risque sur les GPA que sur c'est toujours un peu compliqué sur une seule publication. Peut-être Madame Jouan, vous voulez aussi participer à des réponses. Et puis après, je n'oublierai pas de donner la parole à Delphine et à Madame Gouille. Mais Madame Jouan, si vous voulez intervenir sur la première intervention, sur les Oui, remarques de volontiers. Madame de Villiers. Déjà, je suis en fait contente, même si on n'est pas d'accord, de rencontrer Madame de Villiers ce soir, parce qu'on n'a pas eu l'occasion avant. Et je connais vos contributions, donc voilà. Et moi aussi, je travaille sur la GPA depuis longtemps, alors peut-être pas 15 ans, mais plus de 10 ans maintenant. Et alors, je suis désolée, le rapport d'Al-Salem, il vous est peut-être pas apparu parce que le diapo était flou ou carrément illisible, mais en fait, il était affiché à l'écran, donc bien sûr, j'en ai connaissance. Même si je suis assez en désaccord avec les propositions, évidemment, qui sont défendues. Je connais aussi le texte de l'Union européenne sur la traite humaine, mais là, je pense qu'il faut faire attention. Le texte dit que oui, il peut y avoir de l'exploitation dans la GPA et que dans ce cas, la GPA relève de la traite humaine. Il ne dit pas que la GPA relève par définition de la traite humaine. Il faut faire attention à Oui, ça.
Je relais le propos aussi sur ce point. Voilà. Je connais aussi par ailleurs la conférence de la Haye en droit privé. Il me semble la question de savoir s'il y a vente d'enfants ou non dans la GPA, bon, elle a été extrêmement travaillée. Il faut la travailler en droit, il faut la travailler en philosophie, mais ça ne peut pas se régler avec juste une citation. Enfin, il faut des arguments pour défendre ça, beaucoup. Dans l'autre sens aussi, d'ailleurs, mais je veux dire, c'est un vrai débat. Et puis, bon, voilà, j'ai répondu sur les 3 points. Je dirais juste que je crois connaître l'étude que vous citez sur les risques de la GPA en tant que grossesse, qui est vraiment citée assez souvent. Et en fait, je l'ai lu très attentivement. C'est une étude qui montre qu'il y a autant de risques dans une grossesse par GPA que dans une grossesse par FIV. Donc à ce moment-là, si on dit on interdit les grossesses par GPA parce qu'il y a plus de risques pour une grossesse normale, alors on interdit l'AMP. Si on a juste ce critère. Ok. Je voudrais parler la parole à Madame. Alors, excusez-moi, j'ai que le prénom Delphine pour que tout le monde puisse s'exprimer. C'est elle qui a levé le doigt, si j'ose dire, après Madame De Villiers. Puis ensuite, ça sera Madame Gouilleux s'il n'y a pas de réponse à apporter. Delphine, vous avez la parole. Bonsoir, merci de me donner la parole. Delphine Labattu, accessoirement, je suis médecin et sinon, les questions d'éthique m'intéressent. En fait, j'ai plus de questions à vous soumettre que de débats ou d'opinions à apporter. En fait, moi, je me suis inscrite à cette conférence, je me suis dit, super, on va parler des enfants. Parce que pour moi, derrière ça, le sujet principal, c'est les enfants. J'ai eu une enfance difficile, donc c'est pour ça que tous les sujets de société qui ont trait aux enfants, à leur liberté, à leurs droits et à qu'est-ce qu'on en fait et quelles sont leurs places, ça me touche particulièrement. Donc, et malheureusement, c'est pas quelque chose qui a été évoqué, mais c'est pas grave, c'était très intéressant par ailleurs. Ça permet d'ouvrir le champ de vision. Donc pour moi, ça me pose plutôt la question de qu'est-ce que c'est qu'un enfant et éventuellement la marchandisation d'un enfant, pas d'un être humain, d'un enfant, parce qu'en fait, c'est dès le début qu'on va prendre en charge un être humain qui est en formation, qui est en devenir. Et c'était très intéressant parce que je ne sais plus qui a parlé de la liberté de la femme à louer son utérus, entre guillemets. Hein. Alors, déjà, je m'excuse par avance pour mon vocabulaire qui risque de pas être toujours très, très adéquat, très fin et qui peut être polémique, mais c'est bien involontaire. Donc, c'est qui je suis pour décider ou pas décider, hein, parce que j'ai pas l'impression que ce sera moi qu'on va consulter pour faire une loi. C'est qui on est pour empêcher un enfant d'avoir un père et une mère. Pourquoi on va les priver éventuellement d'avoir la liberté d'avoir un papa et une maman? Sachant que c'est quelque chose que puisqu'on on fabrique entre guillemets un enfant, puisque vraiment là pour le coup, le timing, le lieu, qui, quand, quoi, là c'est maîtrisé et c'est plus la grossesse un peu surprise qui arrive la plupart des cas. Voilà. Et quelles sont les conséquences pour un enfant d'être élevé par 2 pères ou 2 mères? Honnêtement, moi, c'est une réelle question parce que dans ma famille dysfonctionnelle, j'ai pas eu un père qui s'occupait de moi correctement et honnêtement, ça me fait défaut. Et j'aurais aimé grandir dans une famille plus harmonieuse. Et c'est pas ce que j'ai eu, honnêtement, ça reste une cicatrice. Quelles sont les conséquences pour un enfant qui est élevé par 2 personnes qui, a priori, pourraient à terme ne pas avoir aucun lien génétique avec qui il n'a aucune filiation? En fait, ça va être l'enfant d'un couple impossible. Quand on a 2 mamans ou 2 papas, quand même, il y a quand même, si les parents, ils imaginent l'enfant parfait, là, c'est pour ça quand il y a une naissance avec une malformation ou un enfant qui est pas, ce qui est le mythe du bébé parfait, je pense que quand on est enfant, on a quand même le mythe des parents parfaits. C'est nos parents, pendant très longtemps, on les idéalise avant de s'opposer à eux à l'adolescence. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça pour la construction mentale des gens qui vont faire société avec nous? Alors, peut-être pas avec moi à mon âge, mais avec d'autres, qu'est-ce que ça va donner? Et ça pose une autre question aussi. Parce qu'on va sélectionner ces gens. Ces gens, ils vont venir se présenter. Est-ce qu'à terme, il ne va pas y avoir une dérive où on va dire on va contrôler les parents? Parce que le couple groseille là, qui ne peut pas avoir de gosse, le père qui a des problèmes d'alcool, qui travaille à l'usine, la mère qui fait des ménages, est-ce qu'on va leur donner accès à ça? Est-ce qu'elle va être équitable? Je ne sais pas. Et tout pareil, les gens qui sont BCBG, qui présentent bien sous tout rapport, on sait que la maltraitance des enfants, ça survient dans tous les milieux sociaux, tous, sans exception. C'est pas que les pauvres, c'est pas que ceux qui picolent, c'est aussi les PDG, c'est aussi les stars de cinéma, les présentateurs du JT, etc.
Donc, je me pose cette question, parce que les enfants, ils vont pouvoir venir nous dire après, comment vous avez pu accepter de choisir que moi je naisse ou qu'on m'assigne ces parents-là, et quel compte on va leur rendre. Donc moi, vraiment, ça me pose souci. Et moi aussi, je me pose la question de si on peut le faire, en effet, manipuler des gamètes pour faire des enfants, est-ce qu'on doit le faire? Parce que je pense que jusqu'à présent, la plupart des couples stériles, jusqu'à il y a peu, hein, ou les couples homosexuels, ou les gens qui avaient dépassé l'âge, qui avaient dépassé l'horloge biologique, ils se sont fait une raison. Certains se sont décidés à adopter. Et là, en fait, on fait de la parentalité quelque chose qu'on va pouvoir faire à n'importe quel âge. Et donc, sans conséquence pour le corps de la personne, hein, voilà. La conséquence, elle sera pour un autre. Ce sera un enfant, on ne l'aura pas vraiment porté. Et dans certains pays, on ne l'aura pas, entre guillemets, là, c'est peut-être grossier, mais en qualité de médecin, la valeur du soin et le prix qu'on y met, ça n'existe pas en France. Donc là, pour la plupart des gens, ça va être gratuit. Donc, est-ce qu'ils vont en prendre bien soin? Parce que bon, bah ouais, ils l'ont fait faire par une nénette qu'ils n'ont jamais revue. Oh merde, on lui a pas tenu la main sur le passage piéton, il est mort, on va en faire un autre, ou n'importe quoi. Ou on va en faire un pour pouvoir prendre l'organe pour greffer l'autre, je ne sais pas. Donc, est-ce qu'on doit tout Delphine, je avoir crois, sans renoncer? d'accord. Delphine, je crois qu'on a un petit peu compris Pardon. qu'il faut qu'on réponde peut-être effectivement sur un aspect qui a été moins abordé pour une question de temps je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à la question sur l'enfant, puisque la protection de l'enfant, c'est comment dire, un des problèmes posés, un des problèmes éthiques posés par la GPA. Est-ce qu'il y a On des a gens qui veulent Hugo répondre? et Marlène qui lèvent la main. Donc, Hugo peut-être et après Et en Marlène? premier. Oui, bah, du coup, je peux commencer. Bon, ça va pas répondre à toutes les questions qui ont été posées. Par ailleurs, je suis pas expert en sociologie, donc je ne ferai pas un exposé long sur la manière dont les enfants grandissent dans des familles avec deux pères ou deux mères. Après, les familles monoparentales existent depuis longtemps et pour le coup, on a des sources bien établies sur le fait qu'un enfant peut tout à fait bien se développer. Alors, c'est souvent des familles monoparentales avec une mère célibataire. Donc, je pense que un parent en plus, qu'il soit ou non d'un autre genre, n'y changerait pas grand-chose. Peut-être si c'est l'inquiétude principale. Après, l'enfant a quand même été évoqué aujourd'hui dans les propos. Alors, en tout cas, dans le mien, hein, je parle pour mon propos sur la question de la reconnaissance de l'enfant. Et voilà, moi, c'est un peu ce que j'avais à dire sur tout ça. Merci. Alors, Marlène? Oui. oui, ouais. Bon, c'est vrai que moi, j'ai très peu parlé des enfants, voire pas, mais parce que ça me semble très difficile de parler de tous les protagonistes en même temps. Parler des parents d'intention, qui sont, enfin, ce qu'on en connaît est assez éloigné, hein, bien sûr, même s'il y a toujours des cas qu'on peut monter en épingle de la description qui ressortait un petit peu à la fin de votre intervention, madame, sur les parents qui achèteraient un enfant, puis se diraient, bon, vu qu'on peut le faire porter par quelqu'un d'autre, s'il meurt, c'est pas grave. Les parcours de GPA en particulier sont extrêmement compliqués, difficiles. Les parents, les parents d'intention, quand ils en viennent à penser à la GPA, ont souvent pensé à l'adoption avant. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plein d'études, de données statistiques qui montrent que l'adoption n'est pas une alternative viable, que ce soit pour des couples hétérosexuels, mais a fortiori pour les couples homosexuels, pour des raisons d'âge, pour des raisons de discrimination, pour des raisons de disponibilité des enfants, de restriction de l'adoption internationale. Donc, ça ne peut pas satisfaire le désir d'enfant, l'adoption en tout cas. Enfin, il n'y a pas assez d'enfants, c'est pas possible. Il y a beaucoup d'enfants à besoins spécifiques par ailleurs, etc. Donc ça, c'est un point. En fait, mais je pense que vos questionnements, je trouve que bon, la GPA n'est finalement qu'un cas particulier de vos questionnements qui remet aussi en cause l'AMP pour toutes, puisque le questionnement, c'est est-ce que voilà, une parenté homosexuelle, c'est une bonne parenté, hein. Dangers médicaux. Donc, bon, la question a été partiellement réglée par la loi, qui a décidé que oui, c'était possible. Voilà. Et on a beaucoup d'études sociologiques qui montrent qu'effectivement, on peut être un enfant tout à fait épanoui, voilà, avec des parents, des couples de femmes, enfin des parents lesbiens ou des parents gays.
Bon, par ailleurs, vous avez dit quelle filiation, si on n'a pas d'origine génétique, il faut faire très attention. Enfin, là-dessus, je pense qu'il faut rappeler que la question de l'origine biologique, hein, donc la question de l'origine génétique, ce n'est pas la filiation. D'accord, ça n'a rien à voir, c'est le droit qui établit la filiation, et cette filiation, elle n'est pas nécessairement fondée sur la génétique, c'est autre chose. D'accord. Il y a une exception, enfin, disons, qui perdure dans l'histoire, c'est cette idée que quand on est mère, quand on porte un enfant, quand on accouche, on en est mère. Ce n'est pas un principe qui vaut pour les hommes, qui n'a jamais valu pour les hommes historiquement, et même depuis la preuve de la paternité par ADN, ce n'est pas un principe qui s'applique de la même façon aux hommes. Une question aussi, enfin peut-être une dernière chose, les études disponibles sur le bien-être, la bonne santé mentale et physique des enfants nés de GPA montrent tous que ces enfants n'ont aucune difficulté. C'est-à-dire sont en bonne santé, ont été extrêmement désirés, on prend soin d'eux. Il n'y a pas d'études contradictoires là-dessus, ça n'existe pas. Alors, bien sûr, ils se posent des questions, mais en fait, à la différence par exemple de l'adoption, en tout cas quand elle est plénière, ces enfants savent qu'ils ont été portés par une femme qui n'est pas leur mère. Et ils le savent très tôt, en général. Donc voilà, il n'y a pas de confusion sur qui est mon père, qui est ma mère, qui m'a porté, etc. Ça n'existe pas. Ça existe dans les histoires qu'on raconte sur la GPA. Dans les faits, ça n'existe pas. Alors, encore une fois, on peut toujours trouver quelques exemples d'enfants qui ont été, qui souffrent de savoir que leur mère n'est pas celle qui l'a portée, qui ne connaîtront pas la femme portée, parce que ça peut parfois arriver. Parfois, la femme porteuse ne veut plus faire partie de l'histoire familiale. Donc, bien sûr qu'on aura des cas. Mais j'aimerais presque vous dire, et je suis assez touchée par ce que vous avez dit sur votre enfance. Je pense qu'il y a malheureusement en France plein d'enfants qui ont des vies très difficiles. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui, ne serait-ce qu'à travers la problématique de l'inceste, on voit bien que c'est un problème de société qui, enfin, est pris à sa juste mesure, commence à l'être. Mais je vous dirais, la famille est pathogène. La famille hétérosexuelle standard est pathogène. La famille hétérosexuelle standard produit de la violence contre les enfants. Il n'y a pas besoin d'une famille hétérosexuelle, d'une famille homosexuelle, d'une famille qui soit le résultat d'une AMP pour ça. Ok. Juste peut-être, avant de passer à la question, si Jean-François, je crois que tu voulais intervenir, mais rapidement pour pouvoir laisser la parole Oui. à l'auditoire, si Oui, rapidement tu veux faire une remarque. Je vais aller très vite, d'autant plus que Mme Jean a déjà répondu bien partiellement. C'est vrai que c'est une question, bien sûr, c'est important. L'intérêt de l'enfant, il doit être au cœur de la discussion. Mais juste, parce que moi, je n'ai pas l'expérience de la GPA du tout. Par contre, j'ai, je peux dire, 50 ans d'expérience de la PMA. Et par exemple, on a commencé dans les années 70 avec le don de sperme, où on nous disait, mais ça va être affreux. Enfin, on nous disait, certains, des directeurs, nous disaient, mais c'est horrible, ces pères, ils vont pas reconnaître l'enfant, c'est pas l'heure, etc. Maintenant, on sait que il y a beaucoup de résilience, hein, heureusement, et on sait que c'est pas le cas. Et moi, je pense que la GPA, ça doit pas être, on doit pas la mettre complètement à part par rapport à toutes les autres techniques. Voilà, c'est juste, je vais pas aller plus loin pour pas mobiliser la discussion. Merci. Annie Goulieu, s'il vous plaît. Oui, oui, bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. Oui, on vous très entend. bien. Oui, d'accord. Donc, moi, je me présente. Je suis une nouvelle arrivante à la SIAMS, dont Marie-Joseph est l'une des fondatrices. Donc, je m'y connais beaucoup moins sur les. J'ai pas du tout parcouru tous les dossiers. Je connais moins bien les problématiques de la GPA qu'elle. Mais par contre, alors, moi, je m'étais beaucoup documentée précédemment sur la, la PMA. Et moi, je me disais, de toute façon, pour avoir des gamètes, pour avoir, les manipulations médicales sont à peu près les mêmes. Il a quand même été prouvé dans la PMA quand même qu'il y a des dangers vraiment implicites, ne serait-ce que les traitements hormonaux. Alors nous, les femmes, moi je fais partie, j'ai 77 ans, je fais partie de la génération de femmes qui a vécu sous pilule. Après, on a eu des traitements hormonaux pour la ménopause, machin. Jamais ça n'est on ne sait pas en fait ce que ça a donné, hein. On ne sait pas à quel point ça impacte notre santé. Enfin, il n'y a pas d'études.
bon, on est quand même un labo à ciel ouvert un peu, nous les femmes, j'ai l'impression parfois. Donc il y avait ce problème. Et le deuxième problème, moi, c'est que je trouve que déjà la PMA, mais alors la GPA encore plus dans sa version commerciale, ça a quand même un petit côté eugéniste. Enfin, ça l'aura immanquablement dans certains cas. Voilà, c'est mon problème, hein. Je sais pas si... Hugo, peut-être, pour réagir à Madame Annie Oui, Boulieu. bah, je vais répondre surtout sur l'eugénisme. C'est vrai que c'est des choses c'est un risque qui s'est déjà réalisé, notamment en Russie, Oui, où hélas, oui. certaines gamètes, il me semble, hein, je m'exprime sous réserve, coûtaient plus ou moins cher selon la couleur des yeux ou des cheveux. Après, c'est pas un risque qui est à systématiser, à mon sens non plus, dans la mesure où, de toute façon, certaines législations sont en vigueur depuis un certain nombre d'années et ne connaissent pas forcément d'eugénisme plus grand que celui du choix à la limite physique de la gestatrice, qui est de toute façon opéré par un couple tout à fait hétéronormé dans le choix de relation. Je me dis que voilà, peut-être que le choix, enfin, l'eugénisme est un risque, peut-être pas à systématiser non plus, ou peut-être pas suffisant pour légitimer une, euh, une interdiction totale. Voilà. Marlène, peut-être vous vouliez réagir, ou même Jean-François, sur l'aspect médical lié PMA, GPA? Pas. Non, moi sur l'eugénisme, je vais un mot très rapide. Je pense que c'est un problème qu'on a déjà dans le don ou l'achat de gamètes, enfin, qui n'est pas spécifique à la GPA, hein. Ah, Évidemment, la GPA peut je être l'ai dit. couplée à un don ou un achat de gamètes, et on sait que effectivement, il y a un appariement que des parents blancs préfèrent avoir des enfants blancs. Mais ça se comprend en fait. Je veux dire, je vois bien le risque, mais ça se comprend. Bon, après, voilà, la question de l'enfant avec handicap ou sans handicap, voilà. Je veux dire, c'est juste pas propre à la GPA, c'est propre à la BNP, aux dons de gamètes en général. Il me semble qu'une dimension de l'eugénisme qui est spécifique à la GPA, on en a, enfin, voilà, ça fait longtemps qu'on en parle, c'est qu'on a pensé à un moment donné que ce sont les femmes, ça a été évoqué d'ailleurs dans une autre question tout à l'heure, ce sont les femmes peut-être les plus pauvres qui porteraient les enfants des plus riches. Or, il se trouve que les femmes les plus pauvres sont aussi les femmes de couleur, souvent. Voilà. Et que la GPA à un niveau transnational, effectivement, s'inscrit dans les rapports très inégaux nord-sud entre, donc, voilà, met en lien des couples blancs avec des femmes de couleur. Et c'est en ce sens-là qu'il y a une sorte d'archive raciste de la GPA, si on pense à l'esclavage de plantation, voilà, aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que la GPA en elle-même est eugéniste ou est raciste. D'accord ? C'est très important de faire ces analogies, de voir les parallèles possibles dans l'histoire, évidemment. Mais voyez, même les féministes noires, hein, qui ont travaillé sur l'esclavage et qui se sont intéressées à la GPA disent oui, on pourrait penser qu'il y a des liens, mais non, la GPA, c'est pas ça. Bon, voilà, juste. OK. Monsieur Dupuis? Bonsoir, merci beaucoup. Moi, j'interviens comme grand-père de nombreuses petites filles. Donc, j'ai été très intéressé et je vous remercie de cette présentation et du travail que vous avez fait. Je voudrais juste rebondir sur deux choses. D'une part, sur la méconnaissance des droits de l'enfant qui me semble est derrière la GPA. Parce que quel que soit l'encadrement, il y a toujours une atteinte aux droits de l'enfant, au droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux, qui est dans la Convention internationale des droits de l'enfant, justement. Et quand les juges disent qu'ils sécurisent la filiation de l'enfant, il faut comprendre l'inverse. C'est la situation des commanditaires qui est sécurisée. Mais on fait semblant de sécuriser la filiation de l'enfant en validant la GPA, en réalité, on entérine la privation de sa filiation biologique. Donc, c'est assez fort. Bon, sur les conséquences de la GPA, la porte-parole de l'association qui a été citée ou montrée sur les présentations, là, la déclaration de Casablanca
qui regroupe des experts sur justement la GPA, mais eux sont plutôt du côté de l'abolition internationale, comme le recommande l'ONU, la rapporteure de l'ONU pour l'instant. Eh bien, sa porte-parole, Olivia Morel, Maurel, vous pouvez voir ses interventions. Elle a même écrit un livre. Elle est née de GPA et donc elle en souffre beaucoup. Elle exprime bien toute sa souffrance du fait d'avoir été, de ne pas avoir connu ses parents et d'avoir découvert un peu par hasard qu'elle était née aux États-Unis par GPA. Voilà. Sur la conférence de l'AE, à ma connaissance, il n'y aura pas de conclusion, si je comprends bien, non pas parce qu'on n'arrive pas à encadrer, mais c'est parce que le principe même de la GPA pose problème et donc c'est très difficile, d'après ce que j'en comprends, pour les experts d'arriver à une conclusion et à un consensus. Et encore une fois, merci beaucoup de votre expertise que vous nous avez partagée. Merci. Écoutez, est-ce qu'il y a encore des questions je pense que vous avez posé à nouveau la question sur la protection de l'enfant. On en a déjà parlé. Est-ce qu'il y a encore une intervention là-dessus par rapport à... Non? Ok. Peut-être une Ouais, mini-précision. Effectivement, vous avez parlé de lésion quelque part de l'intérêt de l'enfant par le fait qu'on ne reconnaîtrait pas la mère biologique, en l'espèce, qui n'est d'ailleurs pas toujours dotée d'un lien biologique avec l'enfant. Alors c'est une problématique qui se pose et qui est souvent évoquée par certaines personnes. En revanche, le but en France, c'est avant tout de reconnaître la filiation d'intention. On reconnaît malgré tout une filiation avec un parent qui n'est juste, entre gros guillemets, pas celui ayant porté l'enfant. Donc, c'est peut-être pas aussi manichéen que ce qui a eu l'air d'être présenté. Ouais. Tout comme le Oui, fonctionnement, tout oui, comme oui, cela fonctionnerait pour une adoption plénière où les parents adoptifs n'ont pas de lien biologique avec l'enfant et pour autant se voient consacrer ce lien de filiation tout aussi pérenne. oui, oui. bien. Mais enfin, ça pose problème. Oui. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas de solution. Enfin, il n'y a pas de solution idéale. Il y a pas. Et je pense que toutes les. Comment dire? On a bien compris qu'il y avait il y avait du pour, il y avait du contre. Je m'excuse pour ces banalités. Je pense quand même que tout le monde a pu s'exprimer. Je pense. Alors, je ne sais pas si peut-être laisser. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Élodie. Est-ce qu'on laisse parce qu'on va de toute manière, comme on s'était promis de finir, on n'a plus que 6 minutes. Peut-être laisser un mot de conclusion oula, là, il y a un texte. D'accord. On veut lire le texte de Madame qui est à Faune. Moi, je peux le lire à voix haute si vous voulez. Oui, vas-y. Vas-y, Hugo. Ouais. Bonjour et merci pour les exposés. Je suis malheureusement aphone et ne peux donc pas prendre la parole. Je voudrais apporter une nuance sur ce qui a été dit sur l'absence de nécessité de biologie, sur l'absence de nécessité de la biologie dans la filiation. Il est vrai que la filiation ne se réduit pas à la biologie, mais on ne peut pas pour autant déduire que la biologie ne serait pas un élément fondamental en matière de filiation. La preuve en est le drame que vivent les couples en processus de PMA qui subissent une erreur médicale et se trouvent avec un enfant qui n'est pas issu d'un des deux, entre parenthèses erreur de sperme, ou aucun d'eux, entre parenthèses erreur d'embryon. Si ce qui fait le père n'est pas le spermatozoïde, mais l'engagement, l'amour, la volonté, alors pourquoi est-ce que la révélation de l'absence de lien biologique est-il un véritable séisme dans les familles? L'adoption répare la perte des parents, la GPA provoque l'effacement de la mère. Que l'enfant soit résilient ne justifie pas de prendre ses droits à la légère. Merci pour cette soirée, Aude Milkovic, excusez-moi, maître de conférence en droit. Et merci pour ce témoignage écrit. Est-ce que, Élodie, on laisse un mot de conclusion ou est-ce que quelque part
comment tu vois les choses? Est-ce que les trois Ah, intervenants veulent conclure en une phrase euh, la parole est à vous si vous le souhaitez. Marlène, je vous en prie. En plus, Marlène? je dois partir vite. Non, je vais pas conclure. Enfin, j'ai pas d'intérêt. Enfin, puis conclure sur. On voit bien qu'il y a des désaccords, voilà, encore très, très importants. Juste, non, mais par rapport à ce qui a été écrit, la GPA provoque l'effacement de la mère, mais c'est supposé que la femme qui porte l'enfant soit la mère. Et juste parce que ça rejoint ce que j'ai dit, donc ça fait un peu conclusion. Une partie des oppositions à la GPA sont fondées sur cette idée que la mère est celle qui accouche, que la mère dépend de l'accouchement et de la grossesse. Et je pense que c'est un argument qui est très présent, très fort dans le débat, mais qui est aussi tout à fait contestable, et notamment pour des raisons féministes. Voilà. C'est quand même le même argument qui a pu être utilisé contre l'avortement. Alors maintenant, on dit oui, mais c'est la grossesse à son terme qui fait la mère. Certes, mais les personnes qui portent l'enfant d'autrui ne se considèrent pas comme étant la mère, ne considèrent donc pas qu'elles abandonnent l'enfant, qui d'ailleurs n'est pas abandonné puisqu'il est tout de suite aimé et accueilli dans une famille. Voilà, juste sur cette question de l'abandon et du lien entre grossesse et maternité. C'est une question difficile, qui est encore compliquée d'ailleurs par le fait, comme ça, mais les médecins sont sûrement au courant, qu'on sait qu'en fait, on dit qu'il n'y a pas de maternité génétique du côté de la femme porteuse, de lien génétique, pardon. Mais en fait, si. Il y a une transmission de gènes pendant la grossesse par le biais du placenta. Donc, en fait, il y a aussi une contribution génétique de la femme porteuse qui n'obéit pas aux règles mendéliennes, mais qui fait qu'effectivement, il y a une part de la femme qui l'a porté dans l'enfant né de GPA et réciproquement, une part de l'enfant génétiquement dans la femme qui l'a porté. La question, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on s'en sert pour renforcer l'idée d'instinct maternel ou est-ce qu'on fait autre chose avec ça? Ok. Ça complique encore un petit peu les choses. Les bras m'en tombent. Ok. Non, mais je pense que les positions sont. Je pense qu'on va devoir. Les 58, on va devoir autrement. Il y a des gens qui vont être enfermés dans leur faculté. Les positions sont. On voit bien que c'est un débat qui avec des. Voilà. On va pas réconcilier. François, tu voulais aussi apporter un mot, peut-être, pour terminer? Ouais. Alors, juste un mot en 30 secondes. Non, c'est tout. Je pense que c'est toute la question, la remarque précédente. C'est la notion de lien biologique, de transmission. Effectivement, personne n'a de réponse. Je suis d'accord qu'il y a certainement une transmission du côté du fœtus, au sens médical du terme, vers la mère. Les gènes, alors là, je serais plus réservé. Mais bon, peu importe, c'est des questions spécialistes. Mais la notion de génétique, qu'est-ce que c'est qu'un enfant? C'est pour ça que je parlais de la paternité. C'est un tout. Et ma foi, les gens qui ont recours, par exemple, au don de sperme, au don de gamètes, eh ben, ils font l'impasse sur une partie du génétique. Là, c'est l'impasse sur la gestation. Et j'ai envie de dire, il ne faut pas porter de jugement là-dessus. Chacun, voilà. L'important, c'est qu'effectivement, au fond, l'enfant soit bien accueilli. Je pense que c'est une. Alors, bien sûr qu'on pourrait discuter des heures, mais je pense que c'est une belle conclusion. Je voulais peut-être remercier tout le monde parce que je pense que tous les avis ont pu s'exprimer, comme le demandait Élodie, dans la clarté et avec conviction, mais avec, on va dire, le respect aussi des avis divergents. Donc, je vous remercie vraiment tous. C'est un sujet difficile. Hein. On a vu qu'il y a peut-être. C'est peut-être pas évident que la loi progresse, mais enfin, en tout cas, il y a des enfants qui naissent par GPA, donc il faut quand même qu'on continue à réfléchir là-dessus pour voir, et puis il continuera à avoir des enfants qui naissent par GPA, quelle que soit l'évolution de la loi française. Donc c'est bien que les gens qui travaillent là-dessus depuis des années avec des convictions, et puis des gens qui sont moins spécialistes, comme moi par exemple, on ait pu partager ce soir. Je vous remercie tous. Je suis désolé voilà, et puis vous souhaiter une bonne soirée. Et il y aura d'autres sujets aussi chauds, aussi compliqués dans les cyberéthiques de l'EREARA, et bien, on sera très content, très heureux de vous accueillir. Élodie, on met fin à la réunion?
Oui, Ok. oui. Très bien. Alors juste effectivement, tout ce qui est mis effectivement dans le chat, je me permets de le prendre en note aussi pour voilà, une synthèse de cette soirée. Et le dernier mot est à la prochaine date de cyberéthique qui sera le 4 février sur le thème plus spécifique de la génétique et des données génétiques qui nous concernent. Où sont-elles? Comment sont-elles stockées? Est-ce qu'il y a des enjeux éthiques à penser leur cadre et leur transmission? On vous donne rendez-vous pour ce prochain cyberéthique dans le cadre des États généraux de la bioéthique et on vous remercie pour votre contribution ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci, Merci. À bientôt. Bonne soirée. Merci. À Au bientôt. revoir. Merci, à bientôt.